Le lounge de l'entrepreneur. Épisode numéro 13. Let's go! Bienvenue à tous à ce 13e épisode du lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Léveillé. Jonathan est le fondateur de Open Mind Technologies, une entreprise technologique qui se distingue par son expertise en technologie de l'information et en web. Passionné d'informatique depuis son jeune âge, il reçoit, en cadeau de son oncle, un livre sur la programmation HTML, et c'est à ce moment que tout débute. À l'âge de 9 ans, il programme déjà des sites web, et c'est à 13 ans seulement qu'il obtient son tout premier contrat, s'occuper du site d'une boîte informatique. Depuis, les choses ont beaucoup progressé. Il compte maintenant tout près de 50 employés et est en constante expansion. Passionné de voyage, il lance une application nommée Hidden Place qui permet aux utilisateurs de trouver et ou partager des endroits peu connus du grand public. Salut Jonathan, ça va bien? Salut Jonathan, ça va super bien toi? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup de participer au lounge, c'est très apprécié. C'est un plaisir, un honneur. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien écoute, le plaisir est pour moi. C'est toujours un plaisir quand les entrepreneurs prennent de leur précieux temps pour venir nous parler de leur parcours d'entrepreneur. C'est toujours apprécié pour moi et pour les invités, pour les auditeurs. Je pense que c'est important de partager un peu puis de voir si on peut aider les autres par notre partage d'histoire puis par des conseils également. Mm-hmm. Ah, c'est le fun. Tu veux-tu me parler un peu de toi? Ce que tu fais dans la vie, tes passions, tes passe-temps? Certainement. Voulais-tu commencer plus par le côté personnel, le côté business? Ouais, si tu veux, commence par le côté personnel. Après ça, on va se diriger vers business et ta business actuelle. Là. Excellent. On peut peut-être parler un peu des passions. Je pourrais en parler pendant 30 minutes, mais je vais faire ça quand même raccourci. Je suis quelqu'un qui a la chance d'être... je me sens extrêmement choyé, chanceux. Je suis passionné de beaucoup de choses. Oui, il y a la partie business, entrepreneurship, la technologie qui me passionne beaucoup. Mais en dehors de ça, je suis quelqu'un qui est très passionné par les sports extrêmes, wake surf, kitesurf beaucoup, la plongée, dernièrement la motoneige, tout ce qui est également voyage, pack-sac. Okay, d'ailleurs, cool. on a lancé une application pour les backpackers pour aider à maximiser, dans le fond, le partage puis la découverte des endroits en dehors des sentiers battus. Okay. Parce qu'on tripe tellement là-dessus. On est une couple de personnes au bureau qui trippent là-dessus. Ah ouais, nice. On a lancé une application mobile qui s'appelle Hidden Place. OK. Puis je suis également un grand fan de tout ce qui est progression puis croissance personnelle. Fait que je lis beaucoup de livres, beaucoup d'audiobooks dernièrement, énormément de formations, podcasts. Je pense que c'est important de toujours progresser puis d'avancer. Puis à travers tout ça, je suis un passionné de voitures, d'immobilier, d'investissement. Donc, puis je fais une parenthèse rapide. Depuis 3 ans, pour sortir de ma zone de confort, je me suis dit à chaque année, je me lance un défi pour essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que ça fait longtemps que je voulais essayer. Puis je trippe jusqu'à date. Puis il y a 2 ans, j'avais comme défi de commencer à jouer du drum. Okay. Fait que je me suis équipé, j'ai commencé à prendre des cours. Fait que là, je suis rendu un passionné de drum aussi. Nice. J'aime beaucoup ça. D'ailleurs, on a un au bureau ici, un à la maison. OK. Puis, C'est bol. on trippe beaucoup avec ça. Ah, c'est le fun. Moi, j'en voulais quand j'étais jeune. Mon père voulait pas. Fait que justement, ça serait le genre d'affaire. Il faudrait que je fasse là pendant justement. Exactement. Puis c'est ça, je me suis dit, à l'âge que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on voulait faire quand on était jeune, où j'ai quand même fait beaucoup de sacrifices au début de la business que j'ai pas pu faire. Qu'aujourd'hui, j'essaie de me reprendre, de dire, bon, qu'est-ce que j'ai pas eu le temps de faire pendant ces années-là? Puis qu'est-ce que je peux faire pour découvrir des nouvelles choses? Puis en même temps, ça fait travailler le cerveau sur d'autres angles. Juste depuis que je joue de la musique, je le vois, la différence. Ah, c'est clair. Au niveau de la réflexion, au niveau de comment le cerveau va travailler, c'est bénéfique. Faut que tu concordes les pieds puis les mains. Là. Je sais que je suis pourri à ça. C'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille énormément si je veux apprendre ça. Là. C'est un beau défi, mais c'est le fun. C'est le fun. Puis la deuxième chose que tu as voulu travailler comme cette année, c'est la même chose ou? Oui, bien, dans le fond, ce que j'ai fait cette année, c'est de m'entraîner beaucoup plus sérieusement au gym, de me remettre en forme. Fait que j'ai pris un entraîneur. Je termine mon année, là, c'est de novembre à novembre. J'ai pris un entraîneur toute l'année. Maintenant, je suis rendu très assidu au niveau du gym. Cool. Fait que c'était ma remise en forme. Puis maintenant, j'ai gardé cette routine-là, chose que j'avais beaucoup de difficultés avant avec la vie un peu folle que je pense tous les entrepreneurs ont. Mais je pense que c'est important, les études le démontrent, il faut être capable d'évacuer un peu le stress. Oh, ouais. Je n'étais pas capable d'être by the bouffe, que j'ai pris un entraîneur par les conseils de mes chums. Puis maintenant, je suis right on the point. Puis cette année, j'ai pas encore décidé, j'ai une couple de possibilités, mais ça va être probablement de commencer à faire de l'impro.
Ah ouais? D'aller peut-être tester dans une ligue d'impro. Puis je suis quelqu'un qui est vraiment pas bon là-dedans. Okay. Fait que je veux aller me sortir de ma zone de confort puis avoir un peu de sueur, mettons. OK. C'est quelque chose parce que c'est quelque chose qui t'intéressait que tu veux faire ça? Ou tu t'en vois, mettons, à TV puis tu trouves ça le fun? Ou... Quand j'admire les gens qui ont énormément de répartie, qui sont capables de sortir du tac au tac des choses, puis faire rire les gens, puis ça n'a jamais été une de mes forces. Okay. Puis quand j'ai eu une brève incursion au cégep quand j'étais plus jeune. J'avais essayé de m'inscrire dans une ligue d'impro, puis j'ai pas été retenu. Ah non? Puis je me dis, un jour, je vais prendre ma revanche. Puis je vais devenir bon en impro. Fait que c'est un rêve futur. Je sais pas si je vais le faire cette année ou dans 1 ou 2 années, mais c'est dans ma wishlist, ma bucket list cool. à faire éventuellement. Ah, c'est le fun. Fait que c'est un peu le côté plus passion personnelle. Maintenant, si on va un peu plus du côté business, comme je disais, je suis passionné de technologie, passionné d'entrepreneurship. Puis peut-être faire un peu l'histoire de comment que... Je peux peut-être expliquer OpenMind, dans le fond, c'est quoi, puis donner un peu l'histoire par avant. OpenMind, à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est une 40aine de joueurs passionnés des technologies. Notre mission, c'est de littéralement changer la vie des gens. Mm-hmm. Puis on le fait comment? C'est en livrant des résultats technologiques ambitieux sur 2 fronts. Okay. Il y en a un qui est tout ce qui est le côté TI dans les entreprises, donc la gestion des parcs informatiques. Mm-hmm. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est web au niveau de l'automatisation des processus, donc plateforme mobile, plateforme web, pour vraiment... Le but final de ça, c'est d'améliorer la performance opérationnelle des entreprises, du côté web, du côté TI, puis leur donner un leverage pour être capable de soit rester les premiers de leur industrie ou de passer du deuxième au premier. Fait que nos clients, généralement, avec qui on travaille, c'est les premiers de leur catégorie ou les deuxièmes qui veulent devenir premiers. Les gros joueurs. Exactement. Puis on les aide à ce moment-là à se positionner et à garder leur avance. OK, nice. En avant. Si je fais un petit peu un recap de mon parcours pour qu'on se rende jusqu'à aujourd'hui, je suis quelqu'un je suis tombé dans la soupe de l'informatique très, 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 très jeune. Je fais souvent des parallèles avec la potion d'Obélix. Je ne sais pas le nom exact. Mais j'avais 7-8 ans. La première fois que j'ai eu accès à un ordinateur, ma mère, elle avait acheté un ordinateur pour l'accompagner à mon père. OK. Puis, je m'amusais à la briser. Puis, mon oncle qui travaillait chez IBM, il venait la réparer. Ouais. Puis, j'étais tellement fatiguant à lui poser des questions. Je l'harcelais pour voir comment il faisait ça. Ça me passionnait. Qu'à un moment donné, il m'a acheté un livre pour que j'arrête de lui poser des questions. OK, cool. Puis, en blague, quand il m'a donné le livre, je me souviendrai toujours de ça, il m'a dit « Jonathan, lis ça, là. Premièrement, tu vas arrêter de me poser des questions pendant un bout, puis un jour, tu vas peut-être gagner ta vie avec ça. Mm-hmm. » Puis le livre, c'était comment programmer sa première page web en HTML. Ah boy! Puis j'avais un chum à l'époque qui s'appelle Rémi, peut-être s'il écoute le podcast, je te salue Rémi. On s'est mis ensemble à se challenger pour programmer, faire des sites web. OK. On a dévoré le livre, on a commencé à faire des sites web. Puis on a eu, je te dirais, à l'âge de 9, 10, 11 ans, quand même beaucoup de succès. On a lancé des sites qui ont eu des bons succès, qui ont passé dans des revues, dans des magazines. Ah ouais? Puis on a vraiment trippé. Puis à l'âge de 11 ans, 12 ans, j'ai été donner un coup de main dans la compagnie à mon père. Je voyais qu'il travaillait vraiment comme un malade, puis qu'il y avait beaucoup de tâches administratives qui n'arrivaient pas. Puis je dis, je vais aller voir, peut-être je pourrais faire une base de données, quelque chose pour automatiser les processus. Puis ça a donné que j'ai eu la chance, pendant 2-3 étés de temps, d'informatiser la business au complet, de m'occuper du parc informatique, s'occuper du parc informatique de la compagnie qui était dans la même business. Ah ouais. C'était plus facile dans le temps qu'aujourd'hui, parce que tu veux être généraliste et être bon aujourd'hui, il faut que tu aies des spécialités dans chaque créneau. Puis par un parcours de circonstances, il y a vraiment un événement quand j'ai eu 13 ans qui a fait toute la différence. Je restais à Saint-Jérôme quand j'étais plus jeune. Okay. Puis il y a une compagnie à Saint-Jérôme qui écrivait toujours des articles dans le journal que je tripais. À chaque fois que je prenais le journal, j'allais voir ces articles-là. Puis la compagnie, ça existe encore, c'est CBM Informatique. Ah ouais? Puis une journée, je passe dans la rue, puis je passe en avant du magasin. Je fais « Ah mon Dieu, c'est là CBM Informatique. » Puis je fais « Ah, je vais rentrer, je vais aller voir c'est quoi la compagnie, puis qui est là. Puis ça a l'air de quoi l'ambiance là-bas. » Puis je rentre, puis je tombe sur un des propriétaires. Puis je jase avec, je dis hey, vos chroniques, c'est vraiment écœurant, je lis tout le temps ça, j'ai du fun, je continue, mais vous n'avez pas de site web. Pour vrai? Il n'y avait pas de site web. Je dis comment ça, vous n'avez pas de site web? Ah, bon, on n'a pas le temps, on est tellement occupés. Mais je dis parfait, moi puis un de mes chums, on pourrait en faire un, on va vous faire un site web, on vous fait un prix, puis on fera un démo. Si ça a du sens. Puis là, moi, je suis du haut de mes 13 ans. Je mesurais, je suis pas plus grand qu'aujourd'hui, fait que j'étais pas grand du tout.
Tu sais, des fois, à cet âge-là, tu te prends plus au sérieux que qu'est-ce que tu l'es vraiment. Puis le gars, il dit pas de problème, fais-nous une démo, puis si ça a du sens, on te donne le contrat. Quand on fait le démo, il envoie ça, puis il dit let's go, t'as le contrat avec ton chum, allez-y. Puis ce qu'on s'attendait pas à ça, c'est qu'eux avaient beaucoup de contacts dans d'autres entreprises, puis ils se sont mis à nous référer à beaucoup d'autres clients, le Vieux Shack à Saint-Jérôme, Philippe Alexandre. Puis on a commencé à accumuler une clientèle à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans. Puis ça a déboulé sur beaucoup de contrats en travailleur autonome. À 14 ans, j'ai eu Quazone Informatique qui sont venus me chercher pour aller programmer un site de rencontre. Ah ouais? Réseau Rencontre qui était un des gros compétiteurs à Réseau Contact. OK. Puis à 15 ans, on a lancé le site Vendre du Proprio qui avait plus de traction que du Proprio. What? Ouais, ça existait déjà du Proprio dans ces années? Quand on a lancé Annonce du Proprio puis Vendre du Proprio dans le temps, on avait plus de traction, puis plus de vues, puis plus de edge que du proprio. Mais dans le temps, je savais tellement pas comment faire le Vin Business, puis que je voyais pas le potentiel, puis je voyais pas comment faire pour aller à la prochaine étape. C'est bien fou, ça. Fait qu'on aurait pu être les du proprio d'aujourd'hui. C'est bien malade. Puis ça a amené à travers tout ça à ce que je rentre au cégep à l'âge de 16 ans. OK. J'ai fait 1 an de temps, puis j'ai complètement arrêté. Ah ouais? Mon chum a continué. J'ai dit, bof, je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, mais j'ai malheureusement pas tombé dans une bonne année. Mm-hmm. Tous les profs qui étaient... ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait 6 groupes l'année d'avant. Cette année-là, il y avait 2 groupes. OK. Tous les bons profs qui étaient jeunes, malheureusement, se sont fait remercier pour cette année-là. Hey boy. Puis on n'a pas réussi à avoir un challenge pendant les cours, puis c'est venu beaucoup me chercher, puis j'avais l'impression un peu de perdre mon temps. Fait que j'ai pris une pause. Puis j'ai dit, je vais rentrer à l'université après. Okay. Il y avait une clause dans ce temps-là que tu pouvais rentrer avec expérience à 19, 20, 21 ans. Fait que je me suis dit, j'ai 2 ans de libre, qu'est-ce que je fais? Puis il y a un de mes chums qui me dit, Joe, t'as de la misère à tenir un tournevis, puis un vice-grip, viens-tu faire tes cours de mécanique automobile? Oh boy! Je dis, parfait, je sors de ma zone de confort, j'ai 2-3 ans à attendre avant de rentrer à l'université. Oh my God! J'ai été suivre mes cours de mécanique automobile. Fait aujourd'hui, quand les gens me demandent qu'est-ce que t'as comme diplôme, mécanique automobile. Tu l'as le DEP? Ouais, T'es sérieux? J'ai mon diplôme de mécanique automobile. Tu me fais penser à moi, j'avais commencé en multimédia, j'ai lâché pour aller en mécanique. Puis finalement, j'ai switché mécanique à carrosserie, mais j'ai fait la même affaire. Voilà. Mais là, je retourne dans l'informatique parce que je me rends compte que c'est la plus belle chose. Là. Mais c'est fou, pareil. C'est spécial. Tu voulais, pareil. Hein? C'est vraiment... Puis je dirais, il y avait quand même un parallèle parce que la mécanique, au final, il y avait tellement d'électricité, d'électronique en arrière que moi, j'ai trippé honnêtement faire ce cours-là. Cool. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de potentiel là-dedans au niveau électronique et électricité. J'ai fait les 2 ans, j'ai eu mon diplôme, j'ai fini, puis j'ai appliqué après ça au HSA à Montréal. OK. Et ils m'ont dit, Jonathan, la clause avec expérience n'existe plus. Oh non! On peut pas t'accepter. Ben non! J'avais 19 ans à cet âge-là. Ils m'ont dit, faut que tu retournes 2 ans au cégep, 4 ans d'université, ce qui m'amenait à 25-26 ans. Puis je savais que je partais de la business après. Je savais que je voulais une entreprise à cet âge-là, à 19 ans. Fait que je dis, bon, j'ai 2 options. Soit je fais ce parcours-là un peu plus long, puis je sors, puis je commence à zéro à 25-26 ans. Ou je me lance en affaires tout de suite, puis j'engagerai des gens qui ont l'expérience, puis qui ont la connaissance de l'université. Fait que j'ai pris cette guess-là. Puis on a commencé à engager 1 personne, 2 personnes. C'était des stagiaires au début, honnêtement, les 3, 4, 5 premières années d'entrepreneurship. Comment je pourrais dire ça? C'était pas nécessairement du gros n'importe quoi, mais je faisais en plus un mode de survie, d'essayer de comprendre comment ça marchait, puis de trouver les bons leviers, puis de passer le bon temps aux bons endroits. Puis ça a pris plusieurs années avant que j'ai réussi à décoller beaucoup. Ça a été d'ailleurs le coaching qui m'a beaucoup aidé en 2011. OK. Puis j'ai eu la chance, effectivement, à partir de 2011, en montant, d'avoir beaucoup de coachs qui m'ont suivi, qui m'ont permis à amener la business à un autre niveau. Puis je suis tombé sur vraiment du bon monde dans l'entreprise, qui ont l'entreprise à cœur, puis qui veulent accomplir la mission, puis les grands objectifs qu'on a devant nous en termes de croissance. Puis qui ont embarqué dans l'aventure qui fait qu'aujourd'hui, on est plus d'une 40aine de joueurs. On devrait terminer l'année avec une 50aine de joueurs, puis on a des gros objectifs de croissance pour les 5 prochaines années. On a fait, dans le fond, on termine là, notre plan de 5 ans, où est-ce qu'on était 10 joueurs notre but, c'était de monter à 50 joueurs. Fait qu'on est presque atteint ce but-là.
On veut refaire un autre x5 après de passer de 50 à 250 joueurs en avant de nous autres. C'est ça fait à peu près 5 ans que vous avez fait, vous êtes parti à ton 10 puis à... Exactement. Ça fait, on est en train de finir la quatrième, on est dans la finalité de tout ça. Il nous reste à peu près 4-5 mois environ pour finir notre plan de 5 ans. D'après moi, on devrait pas mal être on target avec les postes ouverts présentement, la traction qu'on a au marché et la croissance qu'on a. Il y a de bonnes chances que fin février, début mars, on soit une cinquantaine de joueurs dans l'équipe. Puis, nice. on a une belle équipe et une belle vibe présentement. On a le vent dans les voiles puis une belle progression. Non, c'est ça. Je sais que là, ça 2 ans d'affilée en plus dans le top 500 des entreprises. Je me souviens pas, c'est quoi le développement ou? Exactement. On a la chance depuis l'année passée, on s'est classé pour la première année dans l'année passée, ça s'appelait le Profi 500. Ouais, de ça. Ça fait 29 ou 30 ans maintenant qu'ils font ce classement. Là, ils l'ont renommé pour le growth, la croissance 500 cette année, qui était un terme plus juste, je pense, parce que c'est vraiment, ça désigne les 500 entreprises au Canada qui ont la plus forte croissance. Fait que si on regarde au niveau des PME, il y a 1,6 million de PME à peu près. C'est pas tout le monde qui applique à ce ranking-là. Ouais, mais là, ça fait 2 ans qu'on réussit à se classer là-dedans. Puis cette année, on a réussi à se positionner 13e entreprise technologique au Canada. C'est bon. En plus forte croissance. Quand on prend le Growth 500, le Croissance 500, puis on prend juste les entreprises technologiques, on est 13e au Canada. Puis on est super fiers de ça. Je pense que c'est un bon reward pour l'équipe. C'est clair. C'est un bon reward pour tout le monde ici. Tout le monde est pas mal fier de ça. Puis ça nous donne du gaz pour la suite des choses. Ok, c'est excellent ça. Puis est-ce que ça s'appelle Open Mind Technologies depuis le début? Ou... Oui, depuis le début. T'avais quel âge que t'as... 19 ans. 19 ans. Quand même. 19 ans. Oui. Puis je me fais souvent poser la question de pourquoi le nom Open Mind. Ouais. Puis il y en a qui n'aimeront pas écouter ce que je vais dire là, mais on savait depuis le début qu'on ne voulait pas rester juste au Québec. Puis c'est plate à dire, mais une compagnie qui a un nom français a peu de chance ou s'enlève beaucoup de chance en dehors du Québec. Puis si on veut créer des emplois au Québec, si on veut créer de la richesse, parmi de la richesse au Québec, ça passe définitivement un jour ou l'autre d'aller chercher des clients à l'international puis de ramener cette richesse-là au Québec. Puis depuis le début, j'ai toujours eu cette vision-là, puis je ne voulais pas amputer l'entreprise de cette possibilité-là éventuelle ou d'avoir à faire un rebranding en cours de route. C'est long bâtir une marque, c'est long bâtir un bon branding. Fait que, le nom depuis le début, c'était anglais, c'était sûr et certain. On a eu du fun à réussir à le faire enregistrer. C'est ça, je me demandais. Justement, il n'y a pas l'histoire de la loi 101. Oui, bien, le vrai nom de l'entreprise, c'est Les Solutions Open Mind Technologies. Puis il y a moyen d'enregistrer des sous-noms en dessous. Donc, le vrai nom, c'est Les Solutions Open Mind Technologies. Juste parce qu'il y a les solutions avant, ça marche? Oui, exactement. Open Mind, exactement. Il était plus permissif dans le temps. Aujourd'hui, il y en a certains qui essaient de le faire. Puis c'est moins simple, moins permissif. Ils ont resserré un peu ça. Puis le nom Open Mind, c'est vraiment que... Je pense dans le domaine où ce qu'on est, il y a un paquet de problèmes, mais si on a toujours l'esprit ouvert, il y a toujours une solution. Il existe toujours une solution. Puis de là vient un peu l'idée d'Open Mind Technology. Si on a toujours l'esprit ouvert avec la technologie, avec ça, on est capable d'arriver toujours à une solution puis donner un leverage aux entreprises. Fait que là, dans le fond, t'as pas eu de diplôme. Le seul diplôme que j'ai, c'est mécanique automobile. C'est ça? Exactement. C'est clair. Non, mais si tu t'entoures bien, dans le fond, c'est bon. Ouais, ça a été long avant que je le dise, je dirais de 20 à 30 ans, quand les gens me posaient la question, puis qu'on était une organisation un peu plus petite. Quand les gens me disaient c'était quoi ton parcours académique, je disais j'ai fait mon propre bac. C'est mon bac de la vie où ce que j'ai appris par des livres. Puis j'avais des bons trucs pour détourner la question. Même souvent, le monde me demandait mon âge. Je le disais jamais, genre j'ai une trentaine d'années. Parce que ça me donnait un effet négatif de dire ça. Aujourd'hui, je m'en cache un peu moins. Je pense que ça peut motiver des gens aussi que c'est pas juste le parcours académique qui fait la possibilité ou la capacité de réussite. Je pense que c'est beaucoup son propre trajet d'apprentissage, par qui qu'on va s'entourer, avec qui qu'on va parler, avec qui qu'on va aller s'abreuver de vision, de connaissances de plus qui fait la différence. Ah, c'est clair. Ah, c'est le fun. Puis là, justement, vous avez une belle progression et tout, mais c'est sûr que ça n'a pas toujours été super bien. Là. Et tu penses que ce serait quoi la pire épreuve depuis que tu as lancé Open Mind, la pire épreuve que tu as eu à surmonter? J'ai eu deux épreuves, je dirais, qui ont laissé des bonnes cicatrices. OK. Des bonnes cicatrices. La première épreuve, ça a été en 2011. Novembre 2011. Ça a été mon baptême de commencer avec des coachs. Puis j'ai une expression que je dis beaucoup en affaires.
quand ça va bien, j'ai pendant eu longtemps une peur de dire, bon, là, ça va trop bien, c'est sûr, je vais avoir un coup de pelle en pleine face qui va arriver. Fait que c'est l'expression du fameux coup de pelle, tu sais. Ouais. Je vais faire une théorie là-dessus un petit peu plus loin, mais en 2011, j'ai eu un sacré coup de pelle en plein visage au mois de novembre. C'était une époque où j'avais pas compris l'importance de connaître ses chiffres puis de maîtriser la partie comptabilité puis de diriger l'entreprise par des métriques puis par des chiffres. J'étais zéro, un état financier, je pensais que j'étais capable de le lire un peu, mais c'était pas du tout le cas, des bilans non plus. Et j'ai eu une coach qui est rentrée dans l'entreprise qui m'a dit « Jonathan, on a un sacré problème, ça fonctionne pas dans ton bilan, il y a quelque chose qui coordonne pas. » Puis quand on s'est mis à creuser, on s'est rendu compte que ça faisait 9 mois que l'année était débutée. Puis on perdait après 9 mois 30 000 $. OK. À une étape où je me donnais pratiquement pas de salaire en plus, ce qui était comme vraiment pas logique, là, vraiment pas logique. Et j'ai sérieusement eu peur qu'on soit obligé de fermer l'entreprise une couple de mois par après. OK. Puis ça a été mon premier gros coup de pelle en plein visage. Excuse-moi l'expression, qu'ils disaient, OK, là, tu as des devoirs à faire, puis il faut que tu aies été éduqué sur quelque chose. Puis cette coach-là, que son nom, c'est Martine Packing. D'ailleurs, j'y dois beaucoup aujourd'hui. Puis Martine, si t'écoutes, merci. C'est grâce à toi qu'on est rendu là. Elle m'a dit, écoute, Jonathan, s'il y a une chose que tu peux pas négliger dans l'entreprise, c'est de connaître tes chiffres, de les maîtriser, puis d'être capable de challenger les gens qui préparent les chiffres puis pour s'assurer que ça tient, puis que ça a du sens. Puis ça a été mon école. Elle m'a beaucoup appris là-dessus. Puis elle m'a enligné vers beaucoup de cours pour maîtriser les chiffres. Puis si j'aurais quelque chose à transmettre aujourd'hui, c'est si vous vous lancez en affaires, négligez pas cette partie-là. C'est la partie qui est plate, c'est la partie qui est souvent pas instinctive, qu'on n'a pas envie d'aller voir puis de connaître. Mais c'est tellement important. C'est tellement important d'être bien entouré là-dedans, mais surtout d'être capable de manager puis de challenger les gens qui vont faire cette partie-là pour comprendre ce qu'ils font puis d'être sûr qu'ils le font bien. Chose que je faisais pas là. Avec 2011, on a fait disparaître la map. Ça a été... on a réussi finalement dans 3 mois à ramener l'entreprise break-even. Break-even, OK. Fait qu'on a fini l'année break-even. Puis à partir de ça, toutes les autres années, on n'a jamais cessé d'optimiser le profit de l'entreprise. On n'a jamais sorti une année négative. OK, cool. Puis on se benchmark quand même beaucoup à travers l'industrie. Puis je pense qu'on s'en sort très bien aujourd'hui dans la position qu'on est aujourd'hui. Fait que ça, c'était apprentissage 2011, un bon coup de pelle en plein visage. On a fait disparaître. Connaître ses chiffres, c'est super important. Puis d'être capable de les challenger puis de les manager. 2015... une autre petite histoire, j'étais au mois d'août, en vacances, avec un de mes bons chums. On est au Costa Rica, puis il me dit « Ah, Jonathan, comment ça va aller, mais que tu reviennes? » Je dis « Ah, moi, ça va super bien aller. C'est la première fois que je sais, mais que je revienne, il n'y aura pas de problème. On a du monde qui s'occupe de tout. Puis je pense que je vais revenir, tout va être correct. » T'sais. Puis il me dit « Ah, moi, ça va être le bordel, mais que je revienne. Je sais même pas comment tu fais pour que ça soit correct. » T'sais. C'est un entrepreneur, lui aussi. C'est un entrepreneur, oui, exactement. Tu fais bien de le préciser. C'est un entrepreneur aussi. Puis on revient et ça l'explose de partout. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai trop parlé. À cette époque-là, j'ai 2 personnes clés, une dans chacun de nos corps de service, du côté web, du côté TI, qui s'occupent pratiquement de tout dans les corps. OK. Et quand je reviens dans les jours qui suivent, j'ai ma personne quasiment la plus importante de ces 2 corps-là vient me voir, me dit, Jonathan, il est arrivé des choses dans sa vie, côté personnel, qui dit, je veux recentrer plus vers la famille, je veux moins de responsabilités. J'ai trouvé un poste ailleurs, je quitte. Oh my God. Et c'est comme si le plancher en dessous de moi venait de disparaître, comme si je tombais 12 étages. Et là, je dis, bah, OK, on en a vu d'autres, mais elle va être rough, celle-là va être rough. C'est clair. 2 semaines plus tard, j'ai mon gars le plus important de l'autre côté qui me dit, Jonathan, il voyageait beaucoup pour venir ici, puis des trucs personnels également dans sa vie, il dit... Moi, je peux plus, je m'en vais également aussi. Les 2? Les 2. Et là, je me dis, parfait, je vais me retourner, je vais m'appuyer. On avait une firme externe au niveau des ressources humaines qui nous aidait pour trouver des gens. Parce qu'on n'avait pas personne à l'interne dans ce temps-là pour les RH. Fait que je dis, God, une chance que j'ai cette personne-là à l'externe pour m'aider à retrouver des gens pour rebâtir l'équipe. Parce que là, j'étais en mode, une personne de perdu, j'étais en mode survie. 2, c'est l'apocalypse. Ah, c'est clair. J'appelle cette personne-là, il me dit, Jonathan, je ferme mon entreprise, je peux pas t'aider. Et je me suis ramassé, honnêtement, dans les pires 9 mois de ma vie d'entrepreneur, à tenter de survivre.
puis de juste me sortir la tête hors de l'eau. Et je suis quelqu'un qui aime pas ça faire les choses juste à moitié ou à 50%. Puis je me suis retrouvé pendant 9 mois à faire juste le minimum partout pour juste essayer d'éteindre les feux puis d'essayer de se sortir de cette crise-là. Puis c'est quelque chose je travaillais des heures de fou, là, du 15-18 heures par jour. Oh my God. En sachant que tout le monde n'était pas content non plus. Parce que, en plus. Et ça a été je sais pas honnêtement, après recul, comment j'ai réussi à passer à travers sans finir... j'aime pas l'expression, là, mais dans un garde-robe. Ouais. À dire non, ça n'a pas de sens, qu'il faut que je tire la plug, mais je pense que chaque épreuve dans la vie nous rend plus forts. Et je me souviens, je me suis dit, je veux plus ou pas revivre ça une deuxième fois dans ma vie d'entrepreneur. Puis ça m'a tellement motivé à dire, je vais scaler cette business-là à un autre niveau pour être moins dépendant d'une ou deux personnes. Puis à partir de là, ça a été pratiquement un des buts premiers de dire je vais scaler puis je vais bâtir la business pour pas être autant dépendant d'une ou deux personnes. On est toujours dépendant d'une ou deux personnes. Mais je me dis, si on est capable de faire x2, x3 encore de l'organisation, je risque pas de me retrouver dans un cauchemar comme ça. Puis de faire vivre ça à l'équipe, puis faire vivre ça aux clients aussi, parce que c'est pas le fun pour personne. Fait que 2015, ça a été... puis je pense que chaque entrepreneur a eu des bons coups de pelle en plein visage comme ça, mais ça a été un des pires que j'ai eu niveau stress, niveau... J'étais littéralement en mode survie pendant 9 mois de temps. Mais j'ai appris beaucoup de ça. On a trouvé du vraiment bon monde. On a je dirais, probablement la moitié de l'équipe qui est rentrée. Honnêtement, quand ça s'est arrivé, en 18 mois, on a doublé la business. Je sais même pas comment on a fait. Il y a du monde qui ont rentré, à qui on a fait rapidement confiance, qui ont montré qu'ils étaient dignes de confiance, qui ont pris des responsabilités qui n'auraient pas nécessairement dû assumer au départ comme ça, parce que tu sais, quand tu rentres dans une entreprise, on ne te donne pas plein droit de tout faire. Puis ces gens-là ont pris un lead remarquable. On a des perles, honnêtement, dans l'entreprise qui sont encore là aujourd'hui, qui nous ont aidé à scaler et à avancer. OK. Ah, c'est nice. Fait que ça a été ça un peu mon deuxième coup de pelle. Puis je parlais d'une théorie là-dessus. J'ai longtemps eu la crainte de dire, là, ça va bien, là, je t'avais d'avoir un coup de pelle en plein visage. Ouais. Puis en jasant avec d'autres entrepreneurs, de cette crainte-là, parce qu'à un moment donné, je venais très angoissé, je disais, là, ça va bien, ça va encore, il va encore avoir quelque chose. Puis il y a quelqu'un qui me dit, Jonathan, il dit, pour se rendre où tu veux te rendre, ça va te prendre 72 coups de pelle en plein visage. Oh my God. Fait qu'apprécie-les quand ils arrivent, parce qu'ils vont arriver, mais dis-toi qu'à chaque fois, tu vas progresser. Puis ce conseil-là m'a tellement aidé qu'aujourd'hui, quand il y a un coup de pelle qui arrive, je dis, OK, c'est un de plus, je vais me rendre au 72e, un jour ou l'autre. We're gonna figure it out. Puis aujourd'hui, c'est plus facile, c'est plus simple à le dire. Avec l'équipe qu'on a, on est capable de s'entraider. Puis on en a vécu une situation extrêmement critique au mois de août, septembre qui vient de passer. On a un de nos joueurs très importants dans l'entreprise qui a eu un accident qui était quand même, somme toute, va être correct à moyen et à long terme. À court terme, il y a eu 2 bras brisés puis une commotion cérébrale. Hey boy! Quelques semaines de convalescence. Puis que ça crée tout le temps des commotions dans les organisations par rapport à ça, sans faire de mauvais jeu de mots. Là. Mais juste cet événement-là, je pense, a permis de voir également qui était capable de stepper up, qui était capable de prendre des responsabilités et d'évoluer. Fait qu'on a identifié certains joueurs qui ont du potentiel d'évoluer puis de l'aider certains trucs en avant de nous autres. Fait que je pense que chaque coup de pelle nous permet de voir comment on peut amener ça à un autre niveau puis d'évoluer. Ah, c'est clair, hein? Fait que voilà, c'est un peu mes deux pires coups de pelle. Ah, mais tu vois, c'est justement pour ça que je demande cette question-là, parce que je sais qu'on apprend pratiquement plus de pas de nos mauvais coups, là, c'est pas nécessairement de ta faute, là, mais on apprend de nos erreurs ou de ce qui se passe mal, plus que, tu sais, quand ça va bien, souvent tu penses que tu as tout bien fait, là, et après ça, tu te rends compte, non, pas pour tout, j'ai été chanceux, ça a juste tout c'était bien aligné, mais finalement, j'ai aucune idée de ce que je fais, là. Genre, ça fonctionne bien, mais je sais pas pourquoi, là. Exactement. T'sais, fait que c'est quand il y a de quoi qui arrive de négatif, là, ça te remet en question, puis c'est là que tu peux progresser en disant, ben ça, je ne ferai pas ça. Effectivement. Puis ce que je me rends compte, il y a un grand entrepreneur du Québec qui me dit, Jonathan, tu vois, lui, il me disait, je suis arrivé un jour dans mon entreprise, puis le matin, c'était un énorme high parce qu'on venait de faire une super belle vente l'après-midi. Il y a quelqu'un qui venait de faire une gaffe dans l'entreprise, on a perdu des centaines de milliers de dollars, puis c'était le même jour, un jour après l'autre, puis tu finis par te rendre compte, c'est un peu
c'est un peu ça, la vie d'entrepreneur, à un moment donné, elle prend une certaine croissance. C'est du roller coaster, puis il faut juste que tu t'assures que la moyenne est plus haute que les bas. Ouais. Puis ça va aller, ça va avancer, puis on va y aller en équipe. Puis il faut apprendre de ça, carrément. Comme tu dis, je pense que le learning vient beaucoup de là. Ouais, regarde ça. Ah, ça, c'est fou, c'est une autre mentalité que le monde pense que justement, plus ça va bien, à un moment donné, ça va bien aller, puis quand la compagnie va bien, il y aura quasiment plus de problèmes. Là. Mais j'en ai reparlé dernièrement, puis tu sais, genre, j'aime vraiment cette quote-là, là, every level, there's a new devil. C'est genre, chaque fois que tu grandis, il y a de quoi d'autre qui va t'arriver, tu sais. J'adore, je vais te la voler, je pense. Moi, je l'ai volé à Brendan Carter, je pense. C'est un entraîneur, tu parles de l'entraînement, là. C'est un gars qui fait de l'entraînement du bodybuilding. Sur YouTube, puis il est passé à Entrepreneur on Fire. Puis lui, il a dit, puis John Dumas, il a dit, je t'applique, je vais te coter 2 fois, genre je te redonne, je te dis que c'est à toi, je l'ai pris, mais après ça, je t'avole la vie. C'est mais très si tu veux, tu peux avoler. Mais... Fait que je vais te coter 2 fois. Ça vient pas de moi. Mais là, j'ai vraiment adoré ça pour vrai, là. C'est parce que moi, avec, tu te dis, à un moment donné, ça va bien, on est rendu à un chiffre d'affaires des millions, pourquoi au pays, il y a un gars qui s'en va, ça serait en place tout de suite, mais, tu sais. Il y a toujours quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a jamais personne qui était remplaçable. Ouais, mais on a toujours, en tout cas dans notre organisation, je pense que l'humain, puis ça fait partie de nos valeurs, il est super important. Fait que ça fait toujours mal quand quelqu'un quitte. C'est toujours triste. On perd toujours un membre de la famille. Mais ce qu'on se rend compte à travers le temps, c'est que souvent, on se relève plus fort, puis ça permet d'identifier des leaders autour qui, des fois, peut-être un peu plus dans l'ombre pendant ce temps-là, puis qui permet d'aller au prochain step. Souvent, ça fait mal à court terme. Mais à moyen pas long terme, on se relève toujours puis on réussit à avancer. Ah, on n'espère pas d'en perdre. Non, jamais. Jamais. Non, c'est sûr. Surtout quand on l'a, je dirais, je me compte extrêmement chanceux. On a vraiment une belle équipe, des joueurs extrêmement motivés. Ça ferait mal, peu importe qui qu'on perdrait aujourd'hui. On va en perdre, c'est sûr, certains. On ne peut pas rendre tout le monde heureux. Puis des fois, il y a des gens qui ont des calendriers personnels ou des agendas personnels différents de où ce qu'on valait avec la business. Puis c'est correct. C'est correct. Il faut que les gens soient heureux personnellement en premier, puis le reste va suivre. Ouais, non, c'est clair. Il faut pas que tu aies peur de faire grandir du monde. Tu sais, je voyais ça aussi souvent, que le monde, ils ont peur de trainer du monde, parce qu'ils disent après ça, ils vont s'en aller. Là. Mais t'aimes-tu mieux avoir quelqu'un de trainer qui va te donner des bons, qui va travailler pour toi, puis qui va s'en aller, ou garder quelqu'un pendant 10 ans, mais qui est incompétent, parce que tu ne traînes pas à s'améliorer, parce que tu as peur qu'il s'en aille. À un moment donné, t'as bien mieux. Exactement. on croit beaucoup en ça, en faisant évoluer les gens, puis en aidant les gens à ce niveau-là. Je donne un exemple, on a un coach qui vient encore aujourd'hui. On avait une session de 2 heures pour une bonne partie des key leaders de l'entreprise, pour les aider à évoluer sur certains sujets au niveau du leadership, au niveau des processus, au niveau du thinking avec les clients. Puis on paye beaucoup de formation au staff. On croit beaucoup en ça, puis on a même mis à l'intérieur de l'entreprise un système qu'on appelle l'Open Mind University. Qui est des formations que les joueurs vont se donner entre eux. Ah ouais. Fait qu'on a beaucoup de gens, souvent des seniors, qui vont dire je connais telle technologie, je vais prendre un dîner pour former les gens. Ou s'il y a des juniors qui disent je suis pas très bon dans tel créneau, il y a un senior ou un intermédiaire qui va dire OK, moi je peux venir aider, puis venir former. Fait que je dirais quasiment à chaque semaine ou maximum aux 2 semaines, il y a une formation. Les gens peuvent venir de manière volontaire. C'est bien cool ça. Fait que ça amène beaucoup l'esprit d'équipe. On voit également qui a de la facilité à enseigner aux gens puis à transmettre la connaissance, puis ça nous permet de les aider à évoluer dans l'équipe puis à s'épanouir là-dedans, parce que souvent ils aiment ça, transmettre leur connaissance. Fait qu'on essaie de les mettre dans ces rôles-là puis de les faire pousser. Là, je me rends compte que le monde aime beaucoup transmettre la connaissance. Moi, c'est quelque chose que je voudrais faire, justement, en avoir plus. Je voudrais, tu sais, quand j'étais jeune, je disais, ce serait le fun d'être professeur. Là, je me rends compte que je voudrais jamais être professeur à l'école. Le monde, c'est des monstres, là. Les jeunes, là. Mais sinon, je trouve ça vraiment intéressant comme projet. Moi, c'est quelque chose que je ferais tout le temps dans les formations pour en apprendre plus. Je suis tellement curieux dans la vie. Je serais tout le temps là. ça fait partie de nos valeurs. La deuxième, c'est l'excellence, tout ce qui est innovation, perfectionnement, savoir-faire. On le voit, les gens qui sont souvent dans l'université, généralement, vont coller beaucoup à nos valeurs. C'est des gens qui rentrent, qui ne sont pas souvent là. Ça me donne un petit indice aussi de est-ce qu'ils fit dans la culture de l'entreprise, est-ce qu'ils sont passionnés de ça. Les passionnés de quelque chose veulent toujours en savoir plus puis d'évoluer. Fait qu'on pousse beaucoup là-dessus. Là. OK, cool. Toi, dans la vie, es-tu quelqu'un de routinier? Toi, c'est quand même pas space, ça doit être quand même semi-facile. Là, je veux pas semi-facile parce que t'en as des fois qui voyagent plus. Là. Mais toi, tu peux quand même avoir ton bureau 9 à 5. Là. Mais t'es-tu quelqu'un qui aime la routine? T'as-tu besoin de ça dans la vie? Je suis 2 extrêmes. Je dirais, je déteste faire des tâches routinières, mais j'ai énormément besoin d'une routine de structure. Okay. Je t'explique qu'est-ce que je veux dire par là. C'est que je pense que n'importe qui est occupé
Puis souvent, il y a beaucoup de gens dans une entreprise, pas juste les entrepreneurs. Il y a beaucoup de gens qui sont occupés dans une entreprise. Si on ne prend pas le temps de bien structurer sa journée, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. Mm-hmm. Fait que si on ne planifie pas bien sa journée, puis on n'est pas tout le temps over and above ses tâches puis ses responsabilités, on ne sera jamais capable d'avancer puis focusser sur les priorités puis d'être efficace puis d'être efficient aussi au bout de la ligne. Fait que je dirais, j'ai une énorme routine à dire comment je vais organiser ma journée puis comment le début de journée va se passer. OK. Fait que je dirais de 5 h le matin jusqu'à 8 h, 8 h 30, c'est pas mal tout le temps la même chose que je fais. OK. Puis on pourra peut-être en discuter tantôt si Ben c'est ouais. quelque chose qui t'intéresse. Mm-hmm. Définitivement. Puis, mais le reste, dans la journée, j'ai beaucoup de difficultés à faire des tâches dans lesquelles je n'apprends plus. Puis c'est devenu de la routine. Fait que des tâches administratives, c'est pas des tâches que j'ai encore quelque chose à apprendre. J'ai vraiment la difficulté. Ça m'éteint, puis ça me draine beaucoup, beaucoup de jus. Fait que je suis deux extrêmes. Sur des tâches, si ça devient une routine de faire cette tâche-là, j'essaie de pas aller là parce que c'est pas ma force, puis c'est pas là que j'ai une belle plus-value. Et il faut que j'aille dans quelque chose que j'apprends, puis j'évolue, puis qu'il y a un challenge, puis qu'il y a un défi. Mais dans mon éthique d'organisation de travail puis de journée, pour moi, c'est extrêmement important d'être structuré là-dessus. Puis je suis peut-être même trop des fois. J'essaie d'enseigner ma méthode souvent aux gens dans l'entreprise. OK. Puis ce que je réalise, que ça fait 13 ans que l'entreprise est lancée, puis ça fait 13 ans que j'améliore ce système-là. Puis tu sais, on monte une marche à la fois. Puis à un moment donné, des fois, le monde dit « Waouh, c'est ben trop strict comme système, ou c'est trop discipliné, ou c'est trop structuré. » Mais c'est parce que j'ai rajouté une petite marche à chaque fois. Fait que le voir de zéro, ça a l'air... J'ai l'impression que j'étais un freak quand le monde me regarde là-dessus. Mais sans ça, je pense que je serais beaucoup moins efficace, puis j'aurais beaucoup plus de stress. Ah, c'est sûr. Puis j'aurais moins d'impact sur l'organisation, puis sur où est-ce qu'on veut s'en aller. Mm-hmm. Non, la structure, c'est hyper important. Là. Exactement. Puis ça ressemble à quoi, justement, si tu veux en parler de ton matin? Là? Chaque matin, je me lève à 5h20. OK, c'est bon. T'es bon. C'est pile. Ben, je dirais, je vais faire une parenthèse là-dessus, j'ai pas toujours été comme ça. Dans les débuts de l'entreprise, j'étais quelqu'un qui était très travail de soir, puis je programmais de nuit. Je faisais des livraisons souvent de logiciels de version le matin à 7h, mais je finissais à 5h, à 6h la nuit, 5-6h la nuit, puis j'allais shipper ça, puis je me couchais après. Jusqu'à temps que j'engage, j'avais une personne qui était un stagiaire, Raphaël, qui était longtemps un de nos premiers joueurs dans l'équipe. Quand lui est rentré, ben là, fallait que je sois un petit peu plus tôt au bureau. Fait que j'ai commencé à ajuster mon horaire, mais j'avais la difficulté à me lever tôt. Puis il y a un grand entrepreneur à Montréal qui m'a coaché à un moment donné, puis il m'a dit « Jonathan, si tu n'utilises pas tes heures tôt le matin avant que le day-to-day commence, tu ne seras jamais efficace, tu ne seras jamais productif. » Puis il m'a dit « Jonathan, moi je me lève à 5 heures. » Puis c'est la clé du succès. Puis en parlant avec beaucoup d'autres entrepreneurs, il y a beaucoup qui m'ont dit 5 heures, 5h30, 6 heures. Ça fait toute la différence pour être capable de bien organiser sa journée, de travailler sur des priorités. Puis après ça, quand la journée commence, on est over and above de qu'est-ce qui se passe autour. Puis j'ai eu tellement de la misère à commencer à me lever à cette heure-là. Ça m'a pris des années à m'adapter et à m'habituer. Puis aujourd'hui, c'est rendu une routine. Puis ce qui arrive à un moment donné, c'est que si on réussit à en garder une habitude, la journée qu'on déroge de cette habitude-là, on paye le prix dans la journée. Ouais. Qu'on se rend compte qu'on est plus stressé, qu'on n'est pas organisé, qu'il y a des trucs, il y a plus de coups de pelle qui nous arrivent en plein visage qu'on aurait pu prévenir. Puis à un moment donné, tu fais OK, je veux me lever à cette heure-là parce que je vois un gain, je vois une efficacité qui est au bout de la ligne, qui arrive. Fait que j'ai fini après une certaine couple d'années de réussir à toujours me lever là. Puis aujourd'hui, si je le fais pas, j'ai la misère à faire ma journée parce que je sais que ça va voler de partout puis que je vais avoir des problèmes. Fait que 5h20 debout, le temps de prendre ma douche, de me préparer, 6h au gym. Je fais un 30 minutes de gym, 6 à 6h30. 30 minutes pile. Puis pendant que je suis au gym, je maximise 2-3 trucs. J'écoute toujours un podcast ou un audiobook. Ça me permet de lire beaucoup de livres. Écouter beaucoup de livres, c'est une merveille, les Audible et compagnie. Fait que je fais mon learning puis mon training en même temps. Et puis j'organise aussi, j'ai beaucoup de rendez-vous normalement dans la journée. Puis un de mes combats, c'est de ne pas être en retard un rendez-vous un sur l'autre. Fait que j'ai trouvé un petit truc aujourd'hui que je partage, que je trouve fantastique. Pendant que je suis sur le bike, je regarde mon horaire, puis je parle au Google Assistant pour dire « OK, Google, mets-moi une alerte à telle heure, qui est toujours 15 minutes avant les rencontres. » Fait que ça fait qu'aujourd'hui, avec ça, ça me prend pas plus de temps de le faire parce que je suis en train de m'entraîner. Ça m'avertit au fur et à mesure que la journée avance. Je ne pourrais pas être en retard dans mes rendez-vous, puis pas arriver « Hey, je suis 30 minutes en retard dans un rendez-vous. » Fait que gym jusqu'à 6h30.
Après ça, je retourne à la maison, je m'habille, à 7 heures, j'arrive au bureau. Puis la routine va être, je fais un blitz de mes courriels, je vais faire le review de mes tâches de la veille que j'ai pas eu le temps de faire. Je vais les replanifier dans mon calendrier, je vais faire mes priorités de la journée. Puis après ça, vers 7h30, j'ai terminé ça. 7h30 à 8h30, je vais m'attaquer à une ou deux tâches qui sont extrêmement importantes, qui sont stratégiques, avant que l'équipe arrive puis que les start-up meetings commencent pour la journée. Fait qu'on a nos start-up meetings entre 8h15 puis 8h50 dans l'entreprise, selon les départements. Fait que ça me permet vraiment d'organiser mes tâches, voir mes focus, faire le tour de mes courriels, puis travailler sur des tâches qui sont importantes. Puis après ça, le reste de la journée est booké by the book. Meeting, beaucoup trop meeting, par-dessus meeting, mais c'est correct, j'aime ça quand ça bouge. Faudrait que je me laisse un peu plus de temps puis je travaille là-dessus pour essayer d'être un peu plus humain aussi entre les rencontres avec les gens. C'est un de mes défauts. Puis généralement, la journée va se terminer entre 5, 6, des fois 7 heures. Quelques meetings, des fois le soir. Puis ça arrive chez nous, je vais peut-être faire un petit 30 minutes, 1 heure de courriel pour juste réussir à s'assurer que le lendemain, je sois capable de faire ma routine. Ça ressemble pas mal à ça. Puis l'été, je prends ça un peu plus tranquille. L'hiver, généralement, la fin de semaine, je vais faire 3, 4, 5 heures dans un café la fin de semaine. Je m'accumule beaucoup de tâches pendant la semaine que je sais que c'est des lectures, lire des articles de statistiques, des choses comme ça. Fait que je m'amène ça, je vais m'installer dans un café. Puis je me mets up-to-date pour être capable de partir ma semaine. L'autre petite routine, souvent le dimanche soir, je vais m'assurer de regarder toute ma semaine, qu'est-ce qui est stratégique, qu'est-ce que je peux débooker comme rencontre, rebooker pour être sûr que ce soit efficace. Puis pour être sûr que le lundi matin, que tout le planning de la semaine soit fait. Ça, c'est un autre. Pour ça, je dis, je suis un peu freak de la planification, mais je pense qu'à un moment donné, tu deviens tellement obligé de le faire que tu passes un peu plus de temps. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça un jour, Jonathan, si j'avais 7 heures pour couper un arbre, je passerais 6 heures pour affûter ma lame de mâche, puis 1 heure pour le couper. Puis je pense que c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, j'ai pas le temps de planifier ma journée ». Mais si tu prends pas le temps de le faire, quelqu'un d'autre va s'arranger pour que ses priorités soient dans ta journée. C'est ça. Puis ça va revoler de partout. Fait que je pense que c'est important de passer du temps là, puis de trouver des systèmes pour maximiser ça, puis d'être le plus efficace possible. Non, je pense que c'est vraiment important. Puis justement, quand tu arrives au bureau, t'as pas en plus à tout faire ce que tu as déjà fait avant. Fait que tu as déjà plus de liberté d'esprit aussi. Puis ça enlève beaucoup de stress. Beaucoup de stress. J'essaie d'inculquer cette philosophie-là aux gens dans l'entreprise, de mieux planifier, de regarder les priorités, de renégocier les priorités aussi. Parce qu'il y a toujours plus de tâches dans une journée qu'il y a de temps disponible. C'est souvent une question de replanifier ou renégocier les priorités. Puis, je pense que c'est important. C'est très important. Puis c'est difficile à mettre ce concept-là en application, d'avoir une discipline. Mais j'ai rarement vu des entrepreneurs à succès qui n'avaient pas eu ce edge-là ou qui n'ont pas maximisé ce edge-là. En fait, c'est une des raisons pourquoi je focus beaucoup, j'essaye en tout cas, de focuser là-dessus. Puis qu'un de mes livres préférés, c'est Miracle Morning. Parce que justement, bon livre. Tu connais, OK? Oui, très bon livre. Parce que moi, justement, j'ai de la misère à me lever. Puis je le sais que tout le monde, c'est comme moi, un de mes... pas idole, mais une de mes aspirations, c'est John Lee Dumas de Entrepreneur on Fire. Puis je sais que lui, tous les matins, il va marcher genre sur le bord de la plage en écoutant un audiobook. Puis ça le motive le matin. Après ça, il arrive, comme qu'il dit, lui, il vient de l'armée. Puis eux autres, il y avait comme un dicton que ils sont tellement tôt, levés tôt le matin, qu'à 9h le matin, ils ont accompli plus dans la journée que le 3/4 du monde dans leur journée au complet. Là. Exactement. Et c'est ça qui est le fun, c'est que si tu peux commencer, justement, avant que le monde se lève, mais tu donnes plus de temps, puis l'excuse de « Ah, ben, je peux pas m'entraîner », mais tu peux y aller le matin. Voilà, exactement, c'est en plus. Puis en mettant le training au début de la journée, ça donne moins d'excuses pour le... Non, c'est ça. Tu peux pas dire « Je suis fatigué ». C'est ça, pour le déplacer ou dire « J'y vais pas ». Il y a moins d'excuses. Puis on finit par le voir, les bénéfices de ça, à force de faire cette routine-là. Comme ce matin, je me suis levé, ça ne me tentait vraiment pas d'aller au gym. Puis je savais qu'en sortant du gym, je suis OK, je comprends pourquoi je le fais, puis là, je file mieux, puis c'est exactement ça qui est arrivé. Fait qu'à un moment donné, juste d'écouter son corps, puis le stress que ça enlève, puis les bénéfices, fait que tu as une motivation de plus de dire OK, je vais juste aller au gym pour juste aller au gym. Non, je vais voir une différence après, puis ça va me donner un edge pour le reste de la journée. Non, c'est clair. Ouais, ça, tu libères l'endorphine, tu as plus d'énergie. Exactement. C'est fou. Voilà. Tu penses que ce serait quoi ta plus grande faiblesse d'entrepreneur? J'en ai beaucoup. Je te dirais j'ai 2 grandes faiblesses.
Puis parfois, ça peut être positif. Ça dépend dans quel angle que c'est aligné. Une des plus grandes faiblesses que j'ai, c'est que j'ai tendance parfois à être trop rationnel puis à toujours vouloir analyser le risque avant de donner un go puis de saisir une opportunité. Puis ça peut être une très beau côté positif parce que j'ai vu beaucoup de gens en entreprise dans les 13 dernières années. Puis moi, au début, j'étais un peu naïf. Je me dis, quand t'es en entreprise, tu meurs jamais. Ça va tout le temps aller. Puis j'ai tellement vu de gens tomber au combat en cours de route que je fais, mon Dieu, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis je pense que si on est rendu là aujourd'hui avec la force de l'organisation puis la capacité qu'on a pour passer aux prochaines étapes au niveau financier, au niveau équipe, je pense qu'on a pris des bonnes décisions. Mais en cours de route, j'ai manqué des opportunités parce que j'ai été trop rationnel dans mon calcul. Puis j'ai été un peu paralysé par certaines décisions. Ouais. Exemple, je parlais quand j'avais 14-15 ans, mais on avait lancé un produit qui était vente du proprio puis annonce du proprio. On avait plus de traction puis plus de visiteurs que du proprio, qui était direct du proprio avant. Là. Et non proprio direct. Là. C'est pas la même chose. Ouais. C'est deux choses différentes. C'est la même chose, ouais. Et il y avait quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit, tu devrais tout abandonner et ne faire que ça. Mais moi, je voyais pas le potentiel. J'étais trop rationnel. Si on avait focusé là-dessus, aujourd'hui, probablement, on aurait été du proprio d'aujourd'hui qui se sont vendus des millions à Jessica. Mais c'est des opportunités comme ça, des fois, que j'étais trop rationnel. Mais on s'en sort quand même bien de l'autre côté. Si l'organisation est en belle santé, on a une belle avenir en avant de nous autres. Mais je vois tellement d'entrepreneurs des fois dire, OK, il faut aller là par l'intuition, puis on y va, puis ça marche. J'ai jamais été un grand fan de ça, puis ça m'a peut-être bloqué certaines opportunités. Ouais. Puis le deuxième défaut que j'ai, c'est je vais avoir tendance à être très perfectionniste sur certaines choses, fait que ça met une énorme pression sur l'équipe et sur l'organisation. J'ai déjà, j'en parlais cette semaine, j'ai déjà quelqu'un qui me dit, par des fournisseurs externes, c'est un autre entrepreneur, puis il allait voir des fournisseurs externes pour venir l'aider dans sa business, puis il est tombé sur un fournisseur, puis ça m'a frappé quand il m'a dit ça. La personne m'avait donné comme référence pour dire « je fais affaire avec Jonathan Léveillé » puis l'autre entrepreneur a dit « ah ouais, tu fais affaire avec Jonathan Léveillé, tu dois être bon parce que normalement, il est tellement perfectionniste que c'est difficile à ce qu'il soit satisfait que ça aille bien. » Je vais te dire « OK, je suis si pire que ça? » Puis oui, je pense que je suis très, très pointilleux là-dessus. OK. Mais en même temps, si sur certains points, je n'avais pas été si pointilleux ou si perfectionniste, je pense que on aurait manqué des opportunités dans le marché puis on n'aurait pas été capable de se démarquer de la compétition. Fait que c'est de garder une balance puis je pense un équilibre là-dedans qui est difficile. Ouais, j'imagine tu vas me poser c'est quoi tes plus grandes forces. Hein? Évidemment. Voilà. Fait que là, je le revirerais à l'envers. Je dirais une de mes plus grandes forces, c'est le perfectionnisme, mais pas sous le sens que je viens de l'exprimer. Ouais. Pour moi, le vrai perfectionnisme, c'est d'améliorer quelque chose à chaque fois qu'on va passer dessus. Fait qu'à chaque fois que je fais une tâche, j'ai le réflexe de dire comment je peux faire pour l'améliorer d'un petit pourcentage de plus pour l'amener à un autre niveau. Puis je pense que c'est ça le vrai bon sens du perfectionnisme, c'est de ne pas toujours dire ben, je l'ai fait de même, je vais le refaire comme ça. Non, amener juste une petite marche au-dessus ou 2 marches au-dessus, ce qui fait que à la fin de l'année, si tu t'améliores d'1% chaque jour, mais avec les intérêts composés, tu es rendu 37 fois meilleur qu'au début de l'année. À l'inverse, si tu te dégrades 1% par jour, t'es plus très bon à la fin de l'année. C'est ça, hein? Mais je pense que c'est une des forces de OK, le statu quo n'existe pas. Comment qu'on peut toujours améliorer quelque chose, comment qu'on peut essayer de manager les processus pour les amener à un autre niveau. Puis je pense qu'on est rendu avec une belle gang aujourd'hui qui pousse là-dessus pour qu'en tant qu'organisation, on amène ça toujours à un autre niveau puis qu'on avance. Puis je dirais que c'est une force que j'ai qui était le revers de la faiblesse. Voilà. En espérant que ça répond bien à ta réponse. Peut-être une autre grande force que j'ai, c'est, je pense, l'éthique de travail elle est super importante, annexée avec de l'énergie puis du dynamisme. Je pense que quand tu fais ce que tu es passionné, l'énergie vient puis tu te fatigues pas, mais je me rends compte que je suis extrêmement choyé d'avoir un niveau d'énergie qui est quand même assez élevé. Quand je regarde d'autres gens autour où
je veux pas nécessairement me comparer à d'autres gens, mais je vais aller à l'inverse. Je peux travailler 12, 13, 14, 15 heures. Regarde, là, on est rendu 21 heures le soir qu'on est en train de faire ça. Je suis au bureau depuis 7 heures ce matin. Tu es debout depuis 5 heures. Depuis 5 heures, puis je pourrais continuer jusqu'à minuit, puis j'en aurais du gaz. Okay. Je me trouve extrêmement choyé d'avoir cette énergie-là. J'espère l'avoir toujours, puis ça m'arrive des fois, je suis malade, mettons une petite grippe, puis mon niveau d'énergie descend, puis je dis, mon Dieu, si je devais être toujours comme ça, là, j'en voudrais à la vie. J'en voudrais à la vie, définitivement. Je me trouve extrêmement chanceux, je pense que c'est une force que j'ai. Probablement parce que je fais ce que j'aime. Les minutes et les heures, je les vois pas passer. Je suis capable. J'ai pas de faim, puis ça peut être un défaut aussi parce que j'en ai brûlé des gens dans l'organisation. Tu sais, les gens que je parlais en 2015, je leur en ai probablement peut-être trop demandé à cette époque-là pour où ce qu'on était, puis ce qu'ils pouvaient également donner par rapport à leur famille. Puis on essaye beaucoup plus de faire attention à ça, de respecter la partie famille, de faire attention de ne pas trop empiéter, chose qu'on ne faisait pas dans le temps. On a mis ça dans nos valeurs, puis on essaie de le respecter. On ne peut pas toujours être parfait, mais on essaie d'être plus conciliant avec ça, puis de faire attention aux gens. Je pense qu'on a besoin d'un équilibre. Tout est une question d'équilibre. Puis je blaguais, je parlais avec un de mes amis l'autre fois. Je suis un gars d'excès un peu. T'sais. Si tu mets un plat de chocolat devant moi, c'est sûr que je vais le manger, mais normalement, j'en mange jamais. Fait que c'est tout ou rien. Puis je trouve mon équilibre dans l'excès. Il faut juste que j'essaie de trouver une balance puis dans lequel l'excès. Fait que c'est un peu ça. Puis c'était la même affaire avec la business. Je suis quelqu'un qui travaille comme un malade quand je suis ici. Mais un de mes rêves de vie, c'est des cas de voyager beaucoup puis de prendre quand même plusieurs semaines de vacances à l'extérieur par année. Puis j'ai réussi à bien le faire présentement grâce à l'équipe qui supporte l'entreprise pendant ce temps-là. C'est cool. Puis je pense que je suis excessif des deux côtés en temps de travail puis excessif en temps de vacances, mais il y a un équilibre à travers tout ça. Fait que je suis un gars équilibré dans l'excès. Voilà. Ah, je te comprends. Moi, touche pareil. Moi, je suis un peu trop tout ou rien dans la vie. Justement, il faudrait que j'essaie de gager. Mais penses-tu que justement le fait que tu t'entraînes, je sais pas si tu manges bien ou quoi, là, mais penses-tu que ça va être justement avoir plus d'énergie au long terme? Là? Moi, je pense que oui. Oui, il y a 5 ans, j'ai un grand entrepreneur que j'admire énormément qui s'appelle Sylvain Allaire, qui est très, très, très influent dans la région ici. Puis qui a encore un très, très beau parcours d'entrepreneurship, qui m'a référé à quelqu'un au niveau de l'alimentation. Et cette personne-là s'est spécialisée dans l'alimentation pour les entrepreneurs. Il faisait pour des athlètes avant, mais il y avait des demandes pour les entrepreneurs. Ah, c'est cool. Fait que j'ai commencé à mieux comprendre qu'est-ce qui est important de manger, à quelle fréquence, quel aliment avec quel impact aussi. Puis j'ai vu vraiment une énorme différence. Puis j'ai toujours tenté d'essayer d'optimiser ça. D'ailleurs, je suis en train d'essayer une nouvelle logique de nutrition qui s'appelle la diète cétogène. OK, je connais pas. Qui est un mode un peu différent de ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout jeune. Je suis en train de l'essayer. Jusqu'à date, il y a quand même certains bons résultats au niveau de l'énergie. Puis d'ailleurs, c'est probablement une des raisons pourquoi j'ai encore du gaz à cette heure-là. Mais c'est pas recommandé pour tout le monde. Ça peut être dangereux. S'il y en a qui regardent pour le faire, faites-les pas à moitié. J'ai été des mois pendant à lire là-dessus, puis à regarder les études, puis à comprendre comment ça fonctionnait. Mais pour répondre à ta question, oui, je pense que l'alimentation est la base de l'énergie qu'on a. Après ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire comme exercice. Puis après ça, c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'on fume? Est-ce qu'on boit? Il y en a qui vont prendre des excès d'autres choses autour. Je pense que ces 3 éléments accumulés là, alignés avec le fait que si tu es en train de faire quelque chose que tu es passionné, va faire toute une différence au niveau de l'énergie. Puis qui fait qu'en dedans de 10 ou 15 ans, quelqu'un peut accomplir ce qu'une personne prendrait une vie complète entière à accomplir en termes d'entreprise, en termes d'investissement, en termes de rêve de vie, de voyage, en termes de peu importe le but. Fait que tout ça aligné ensemble, je pense qu'on est capable d'accomplir beaucoup plus, puis d'accomplir des rêves qui peuvent être souvent hors de portée pour beaucoup de gens, malheureusement. Ouais. Non, je comprends ça. Puis, justement, la façon que tu gères ta vie, de plus en plus, on voit du monde qui prennent genre, des retraites à 45 ou des affaires de même. Puis le monde, justement, ça passait à la radio l'autre fois. Puis le bonhomme à ma job, il a 61 ans, puis il travaille encore 60 heures semaine. C'est un malade. Là. Puis, bon, si le monde, c'est des malades, comment ils font? Si tu peux pas vivre, prendre une retraite à 45. Puis même hier à la TV, je le vois encore. Puis le gars, il dépense à 2 avec sa blonde. Ça lui coûte 25 000, je pense, à vivre. Là. Puis ils voyagent, ils sont à comme semi-retraite. Ils gossent un peu sur des trucs. Là. Mais 6 mois par année, ils peuvent genre voyager. Parce qu'ils vivent avec pas grand-chose, puis qu'ils ont fait attention, ils ont bien placé leurs affaires. Ils doivent pas fumer puis boire comme des Mongols non plus. Exactement. Puis c'est tout le temps relié un peu, c'est quoi ton rêve de vie aussi? Il y en a que c'est ça, puis si c'est le cas,
travaille fort pour y arriver, puis après ça, profite-en. Je pense dans le cas de beaucoup d'entrepreneurs, le problème, c'est que je vais reculer un peu en arrière. Moi, je me suis dit, jamais j'aurais de business dans ma vie jusqu'à l'âge de 19 ans. Ah ouais? J'avais un père qui accomplit beaucoup en termes d'entrepreneurship. Mais avec ça vient des sacrifices souvent qui est la partie famille. Fait que, j'ai pas eu la chance de connaître beaucoup mon père quand j'étais jeune. Je me suis toujours dit, pour cette raison-là, je partirai jamais d'entreprise. Jusqu'à l'âge de 19 ans que je tombe sur un livre qu'on va peut-être en parler un peu plus tard, qui est Père riche, Père pauvre. OK. Et que je me rends compte du si je pars une business puis je travaille fort de 20 à 30, je pourrais après de 30 à 40 prendre du temps avec ma famille puis mes enfants puis d'avoir un système qui va travailler dans ce but-là puis qui va être positif. J'ai fait de 20 à 30. Le problème, c'est que rendu à 30, tu veux pas arrêter. Non, c'est ça, hein? Tu veux pas arrêter. Ça devient trop trippant d'embarquer des gens dans une aventure comme ça, de vouloir avancer, de vouloir évoluer, puis de voir les gens s'accomplir là-dedans, puis grandir. J'ai vu des gens rentrer ici une couple d'années, comme des juniors qu'aujourd'hui qui sont rendus des gens qui ont un potentiel accompli qui est incroyable, qui ont évolué en tant qu'être humain, en tant que professionnel, qui trippent, qui voient où est-ce qu'on s'en va, qui ont fait partie de l'aventure jusqu'à aujourd'hui, puis qui savent qu'on va se rendre au prochain step. Puis les steps, on les met haut, là, la barre est extrêmement haute. Cette année, on s'est fixé 65% de croissance de l'entreprise, qui est très, très, très gros. C'est clair. On rush tout à y aller. Là. Tout le monde, c'est pas facile, puis on l'avait dit que c'était pas facile. Puis si on se rend, on amène tout le monde dans le sud à la fin de l'année. C'est le reward qu'on s'est fait collectif. Mais ça motive les gens, puis ça permet d'aller au prochain step. OK, cool. Oh my God, c'est le fun, ça. Mais c'est ça, tu veux pas, tu vois la business grossir, puis tu veux pas arrêter ça là, comme tu dis. Exactement. C'est le fun, une famille. Là, puis je pense, de prendre sa retraite, ça va être un concept, je pense, qui va s'en venir de moins en moins réel avec, exemple, l'intelligence artificielle qui s'en vient, qui va faire que, je pense, la qualité de vie va s'améliorer de beaucoup pour les gens. On va pouvoir travailler probablement moins pour le commun des mortels. Pour ceux qui voudront plus travailler des fous, comme qu'est-ce que, mettons, nous, qu'est-ce que moi j'aime faire, là, dans lequel que je me rejoins. Mais je pense que l'âge de retraite va probablement arriver plus jeune ou des retraites partagées, dire que tu travailles 2-3 jours semaine. Je pense que le concept de retraite va changer à travers le temps. Puis, il va y avoir de plus en plus de monde qui vont travailler à temps partiel ou une retraite plus tôt. Mais c'est bon de te garder actif. Là. Il y en a beaucoup, comme le père d'un de mes amis, il est dans la soixantaine, il a déjà son fonds de pension d'une autre job, une très bonne. Il n'aurait pas besoin de travailler. Là. Mais il dit, si le vieux, il arrête de travailler, il meurt. Là. Fait qu'il dit, il n'y a pas le choix. C'est ça qui le garde en vie. Là. Sinon, il n'y a pas de passe-temps. Il va s'asseoir devant la TV, boire de la bière. Fait que, tant qu'à ça, il est aussi bien de travailler. Là. Exactement. Puis il y a un vieux sage qui m'a dit, fais ce dont de quoi tu es passionné, puis tu n'auras pas besoin de travailler le jour de ta vie. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est pour ça que des fois, le concept de retraite est, dans mon cas, moi, puis je pense dans le cas de plusieurs entrepreneurs, plus ou moins applicable. Ouais, c'est ça. Je pense, si tu regardes des Alain Bouchard de ce monde, il a steppé out du mode de CEO, mais j'ai eu la chance d'aller faire une formation de 24 heures avec lui à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis il travaille égal, sinon plus, qu'est-ce que c'était avant. Il trippe. La journée où il va arrêter, il va mourir, je pense. C'est fou, t'as été chanceux de faire ça. Extrêmement choyé. Il restait une place. Il en restait pas, on en a fait une. J'étais chanceux. J'étais vraiment chanceux. Un type incroyable, extrêmement... de ce que j'ai pu voir, des super belles valeurs. Très inspirant. Et puis je peux raconter peut-être une anecdote vite faite là-dessus. Lâche-toi. Fait que pour mettre en contexte, à l'école d'entrepreneurship de Beauce, quand on rentre, il y a un lounge avec un piano-bar. Puis on est une trentaine dans cette cohorte-là, à peu près. Puis on accueille, dans le fond, Alain Bouchard qui rentre avec son adjointe. Puis ça m'a toujours marqué ce qui est arrivé quand il est rentré. Puis ça m'a toujours dit, mon Dieu, OK, peu importe à quel stade où tu es dans une entreprise, tu veux toujours être au prochain step. Puis il est rentré, puis il dit « Bonjour, je suis Alain Bouchard », parce que dans ce temps-là, il était un peu moins connu au niveau du visage, il n'avait pas lancé son livre. Puis il dit « Bonjour, je suis Alain Bouchard, voici ma collègue, il dit la compagnie Couche-Tard », puis il dit carrément ça comme ça, il dit « On est 92 000 employés », puis il regarde sa collègue, puis il dit «
je me souviens plus c'était quoi son nom, mais il dit non de sa collègue, il dit on est 92. Elle dit non, allez, on est rendu 98 500, on vient d'acheter 1200 magasins qu'on a closés la semaine passée. Il dit ah oui, excusez, on est 98 500 employés. Puis là, il continue, mais de la manière qu'il dit, il n'est pas content encore d'être à 98 500 employés. Là. Ça n'a aucun sens. Là. Dans sa tête, ça paraissait que tant qu'il ne sera pas rendu à 500 000 employés, il ne sera pas fier. Ben, pas fier, mais il ne sera pas rendu ce qu'il va être rendu. Ça m'a tellement marqué. Puis cet homme-là est extrêmement humble de lui-même, en tout cas de ce que j'ai vu pendant le parcours là-bas. Que ça a été une belle révélation, puis je pense un beau modèle à suivre, mais ça illustrait tellement que je pense, peu importe ce que tu es rendu en tant qu'entrepreneur, gars, non, faudrait que je sois déjà rendu au prochain step. En tout cas, dans mon cas, moi, je suis tout le temps impatient, puis oui, on célèbre nos victoires, mais OK, what's next? Puis pourquoi qu'on n'est pas déjà rendu là? Pourquoi qu'on n'est pas 50? Pourquoi qu'on n'est pas 250 joueurs déjà? Puis rendu là, je vais dire pourquoi qu'on n'est pas 1000. Puis, as-tu des plans de grossir à l'infini ou? Bien, c'est sûr que on est en train de finir le plan de 5 ans. On veut refaire un autre fois 5 par après pour monter à 200, 250 joueurs. Je pense que cette courbe-là, par contre, ne sera peut-être pas corrélée au niveau du chiffre d'affaires versus le nombre de joueurs. OK. Où est-ce qu'on s'en va en avant avec les développements de produits? On va être capable probablement de dissocier un joueur avec une certaine quantité de facturables. Et ça va permettre de grandir l'organisation en termes de volume beaucoup plus grande que par nombre de joueurs. Je dirais après ça, on va avoir une décision à prendre, voir si on continue à grandir vers cette avenue-là ou si on va créer des sous-entités ou un groupe. Je ne veux pas que les entités deviennent trop grosses en termes de nombre de joueurs parce que ça devient, selon moi, une machine à saucisse qui est impersonnelle puis le côté humain disparaît. Je pense qu'il est rendu là, on va probablement créer des entités séparées pour... en anglais, j'ai releasé l'esprit entrepreneurial, dans le fond, pour libérer l'esprit entrepreneurial puis de ramener toujours le côté humain à l'intérieur de tout ça, mais peut-être dans un groupe parapluie ou dans un umbrella autour de ça. Ça sera à voir. Okay. Moi, je pense qu'on a une vision claire de ce qu'on va aller dans les 5 prochaines années. C'est bon, après, on va avoir plusieurs avenues. Mais c'est sûr qu'on veut toucher le plus de gens possible. On veut faire la différence dans la vie d'un maximum de gens possible. Qui est carrément notre mission. C'est clair. C'est cool. Ça. Bien du plaisir. Excellent. Si tu peux avoir du plaisir en travaillant, c'est l'idéal. Effectivement. Justement, tu parlais du vieux sage tantôt qui t'a parlé de si tu pouvais faire quelque chose que tu aimes, tu ne travailleras jamais une journée de ta vie. Si tu étais un vieux sage, ce serait quoi ton conseil à toi, à toute personne qui veut se lancer en entrepreneuriat? Je dirais le conseil suivant. C'est encore un vieux sage qui me dit ça. C'est pas le même. Il y en a plusieurs vieux sages, mais ils m'ont beaucoup aidé. Je dirais, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Jonathan, c'est vraiment stupide comme analogie, mais ça démontre souvent c'est dans la simplicité qui fait toute la vérité. Si tu attends que toutes les lumières soient vertes dans la rue pour aller faire ton épicerie, tu n'iras jamais manger. Tu ne mangeras jamais et tu n'iras jamais faire ton épicerie. Attends pas que toutes les lumières soient vertes pour y aller puis te lancer pour démarrer. Puis c'est un peu la même chose en entrepreneurship, soit de se lancer ou d'avancer ou de tester un nouveau projet. Les lumières ne seront jamais toutes vertes. Jamais, jamais. Puis il y en a des fois qu'il n'y aura pas d'électricité quand tu vas arriver. Puis il y en a qui vont une police à côté qui va te regarder puis va te donner un constat d'infraction. Il va arriver quelque chose. Il va y avoir un nid de poule, n'importe quoi. Mais ça ne sera jamais parfait. Ça ne pourra jamais l'être. Puis ça ne sera jamais, dès que tu vas sortir de ton entrée chez vous, parfait du début jusqu'à la fin. Fait que c'est la même chose pour ceux qui désirent se lancer en affaires. Il n'y a rien de parfait, mais si on est passionné de quelque chose en particulier, le gain puis le bonheur qui vient autour de ça, de voir l'organisation grandir, de voir les gens grandir, il faut être plus grand que n'importe quel feu rouge ou qu'on attend ou quoi que ce soit. Je dirais, c'est le premier advice. Puis le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est ceux qui écoutent puis qui sont encore dans un âge de jeunesse, je dirais en bas de 40 ans. Puis même, je dirais encore, le conseil que je vais donner, c'est encore plus pour ceux qui sortent de l'école. Là. Quand vous êtes jeune, souvent, puis moi ça a été mon cas, je me rends compte de la chance que j'ai, là, on n'a rien à perdre. Quand je me suis lancé en affaires, j'avais 500$ dans mon compte de banque. J'ai lancé cette entreprise-là dans le sous-sol chez ma mère, puis c'était dans la porte d'entrée du bachelor entre le réservoir d'eau chaude et le réservoir à l'huile. J'avais pas de fenêtre, je travaillais comme un malade là-dedans, puis j'avais rien à perdre. J'avais rien à perdre, puis
je pense que c'est une belle fenêtre d'opportunité en se finissant l'école ou pendant l'école ou juste après, quand on n'a pas beaucoup d'obligations financières, de se lancer parce que tu peux pas rien perdre. Mais la journée où tu as 3 enfants à ta charge, une grosse maison, des obligations financières, là, ça devient difficile. Puis il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne peuvent pas sauter dans l'opportunité à cause qu'ils ont trop à perdre. Fait que je pense qu'il faut le saisir pendant qu'on est jeune puis qu'on a cette possibilité-là. Puis la beauté de le faire quand on est jeune, il y a tellement de gens qui veulent nous aider autour puis qui veulent nous faire évoluer, mais il y a beaucoup de monde qui m'a aidé. Puis s'il y a des gens qui écoutent, qui ont besoin d'un coup de main, quoi que ce soit, il y a des gens qui, actuellement, je donne un coup de main, que je coach, que je mentor. Toujours une question de limitation de temps aussi. Ouais. Mais ça permet, je pense, d'ordonner au suivant puis d'aller au prochain step. Puis j'ai encore des gens qui m'aident. Tu sais, j'ai pas l'absolue vérité du tout. J'ai tellement encore à apprendre. Qu'il y a beaucoup de gens qui m'aident. Je parlais des gens comme tantôt Sylvain Allaire, Martine Paquin qui m'aident beaucoup. On a des coachs. Ginette Gagnon également, qui est une dame incroyable. C'est drôle, mon chumé, il a gagné un de mes... Celui que je t'ai parlé tantôt avant l'entrevue, là, des Put Kit. Il a gagné un concours de développement économique de Longueuil. Puis c'est sa coach. Bien, super. Elle était ce matin avec nous, Ginette. Pour vrai? Elle me dit qu'elle voulait qu'on se rencontre. Ah, c'est bien drôle. Je savais pas si c'était lui. Le monde est très relié. Pour vrai? Oui, exactement. Fait qu'il va entendre parler de tout ça. Man, OK. Elle me dit qu'elle était avec nous justement ce matin. Puis elle t'a dit, je veux que tu rencontres un de mes étudiants. Oui, oh my God, c'est bien drôle. Elle m'a dit que c'est à Longueuil, c'est ça? Ah oui, c'est à Longueuil. Exactement, voilà. Hey Philippe, Ginette, elle parle donc, de toi. Philippe, c'est Philippe son nom? Ouais. Philippe, on va probablement se rencontrer sous peu. Hey, c'est malade ça. Comme on dit. Si, man! Wow! OK, c'est malade. Fait que voilà, je pense que c'est vraiment de ne pas attendre que tous les feux soient verts, on entend souvent dire s'entourer des bonnes personnes, mais ayez pas peur d'aller cogner à la porte de gens qui ont réussi à avoir un certain parcours de succès. Ça permet vraiment d'aller en fast track, d'aller plus vite. Ouais. Ça m'étonne de voir à quel point, tu sais, avant que je rentre dans l'entrepreneuriat, à quel point que les entrepreneurs sont généreux puis ils donnent de leur temps, là. Même pour aider du monde qui grandissent, un peu des fois dans le même domaine. Là, Philippe, justement, il avait demandé à celui qui a lancé Lead Fox, je me souviens plus son nom. Il a dit, tu sais, j'admire un peu ce que tu fais, par où ton parcours, tu sais, j'aimerais ça te rencontrer. Dîner pour que tu me racontes un peu des affaires. J'ai dit, ben ouais, ça va me faire plaisir. J'étais comme, oh my God, c'est bien le fun. Ouais. Le gars, il est où est-ce que tu veux aller un peu dans la vie, puis il prend son temps pour venir te jaser. Puis c'est tellement. Tout le monde qui fait ce parcours-là, comme je dis, je reviens encore à l'analogie des coups de pelle en plein visage. On le sait, on a tout eu, puis on passe tous par les mêmes up and down. Puis il y a tellement de gens pendant mon parcours, puis je suis loin de là à dire que je suis rendu ce que je veux me rendre. Il me reste encore beaucoup de marche pour me rendre ce que je veux rendre, mais il y a tellement de monde qui m'ont aidé, puis qui m'ont remonté le moral, puis qui m'ont donné des conseils, que je pense que ça se fait pas de ne pas prendre du temps pour essayer d'aider d'autres gens qui sont en train d'essayer de suivre ce parcours-là, puis d'aller au prochain step. Fait que je pense que c'est une solidarité de dire, OK, quand on regarde les autres, OK, t'es assez fou pour faire le même parcours de fou que, mettons, que j'ai fait. OK, je vais aller m'asseoir un peu avec toi, puis je vais essayer de te donner une couple de conseils si je suis capable d'en donner. Tu peux dormir mieux que moi pendant certaines nuits. Exactement. T'empêcher d'avoir tout le stress que j'ai vécu. Mais c'est fou, pareil, justement, qu'ils veulent pas, tu sais, qui veulent donner, qui disent, t'apprendras par toi-même, tu te planteras, puis tu t'arrangeras. Je pense que c'est une générosité de dire, on a tout eu mal. Si on peut essayer d'aider les autres de ne pas vivre cette souffrance-là de temps à autre dans le parcours. Là. Mais c'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat grandit beaucoup, puis surtout au Québec. Là. Au début, je pense qu'on avait trop la mentalité né pour un petit pain. Là, tu veux pas voir. C'est vraiment une poignée de gens là, au Québec qui sont entrepreneurs et qui ont des grosses business. Là. Mais sinon, la plupart du monde, tu fais le trajet à l'université, tu sors de là, tu pognes une job, tu fais des enfants, tu achètes ta maison. C'est ça ta vie. Là. Mais on commence de plus en plus à le voir, puis c'est de plus en plus facile puisque le monde s'entraide. Il y a justement le développement économique de Longueuil, il y a des affaires gratuites ou des cours que tu peux prendre des formations de plus en plus à chaque semaine. Là. Effectivement. C'est fou. Je pense qu'il y a une bonne vibe au Québec depuis quelques années avec dans l'œil du dragon. Les dragons, ça. Je pense que ça a été vraiment bien pour l'entrepreneuriat au Québec. Puis ça nous donne un edge, puis une énergie de plus, puis un dynamisme. Puis je pense à une vue qui est moins négative envers la réussite puis l'entrepreneuriat, parce qu'avant, c'était associé à si tu as fait de l'argent, tu as sûrement fait quelque chose de pas correct. Voilà. Pourtant, c'est vraiment... Oui, il y en a que c'est ça, mais la majorité, c'est pas ça. Mais je pense que ça l'aide actuellement à créer un effet d'entraînement là-dedans, puis que tout le monde veut le pousser, puis d'essayer d'aider les gens autour de ça. Ah, c'est clair. Tantôt, tu parlais justement que tu écoutes beaucoup de podcasts, tu lis des audiobooks, tu écoutes des audiobooks. C'est la même chose que moi, je suis pas capable.
Tu penses que ça serait quoi un de tes livres, là? Tu sais, t'as parlé tantôt vite de Rich Dad Poor Dad. Ouais. Tu vraiment, toi, j'en ai un autre de mes amis qui m'en a, qui me l'a recommandé, là, justement. J'ai beaucoup de livres qui ont fait une différence dans ma vie. Puis, j'hésite toujours à dire c'est quoi mon meilleur livre parce que ça a été long avant que je me rende compte de ça, mais du concept que je vais illustrer là. Je pense que quand on choisit un livre, ça doit toujours normalement être en lien avec un problème qu'on a ou un objectif qu'on va atteindre, puis ça va nous aider à atteindre cet objectif. Ça a été long, honnêtement, que je comprenne ça. Je lisais des livres pour lire des livres, puis ça a l'air bon, je vais lire ça, quelqu'un me référait ça. Fait que j'ai quelques livres que je pourrais peut-être dire, si la personne a tel problème, voici. Définitivement, le premier livre pour s'ouvrir à l'entrepreneuriat puis comprendre comment créer de la richesse puis la partager, cette richesse-là aussi, c'est définitivement Père riche, Père pauvre, déjà pour là. Avant ça, je voulais jamais avoir de business. C'est ce qui m'a fait comprendre que c'est probablement où ce que je voulais me rendre, c'était le meilleur moyen d'y aller pour faire le business. Fait que Rich Dad Poor Dad. D'ailleurs, ça me fait penser justement ce que je t'interromps. Tantôt, ça fait 2 fois que tu me parles de la business de ton père, puis j'ai oublié de te reposer la question. Là. C'est quoi qu'il faisait comme business, ton père? Mon père était dans le domaine du transport. OK. Puis il a vendu à mon frère il y a quelques années. Mon frère a pris la relève. Super belle business dans le coin de Saint-Jérôme qui s'appelle le Transport L'Éveillé. OK. Puis il a admirablement réussi en travaillant des heures de fou. Ouais. J'ai jamais vu un humain travailler autant d'heures que ça, mon père. Puis mon frère a réussi aussi à reprendre les rênes de ça puis à amener ça à un autre niveau. Cool. Mais comme je dis, il y a toujours un sacrifice à faire autour de ça. Puis c'est malheureusement le problème aussi de n'importe quel entrepreneur. C'est une des raisons pourquoi je ne veux pas avoir d'enfant tout de suite. Okay. Je pense que ça serait un peu, dans mon opinion à moi. Puis je pense qu'il y en a d'autres qui sont capables de le faire de la bonne manière. Mais dans mon rythme de vie que j'ai là, si j'avais à avoir des enfants présentement, je pense que j'aurais la difficulté à donner le temps requis pour ça. Puis malgré qu'on finit toujours par prioriser ce qu'on veut prioriser. Tu parlais des lumières vertes. Tous mes amis disent qu'il n'y a pas un bon temps pour devenir parent, devenir parent. Exactement. Il dit, en année, je parlais de ça, puis il était 5 au party de Noël, je sais pas quoi. Hey Frank, t'avoues, là, il n'y a pas de temps pour être père. Tu sais, ça t'arrive, puis là, tu découvres que tu peux le devenir, mais dans 6 mois avant, t'étais en train de te gratter la poche sur ton divan en jouant au PlayStation, là, puis les bières qui traînent, la pizza, t'étais pas prêt à être père pour 2 scènes, là, mais là, finalement, j'ai pas le choix, là. Effectivement. Mais il peut avoir des meilleures conditions de vie. Oh, ben oui, définitivement. Non, moi, je suis pareil que je t'approuve. Là. Moi, justement, je sais que je serais pas capable de donner à un enfant assez. J'ai de la misère à m'occuper de moi-même. Je vais pas aller m'occuper d'un enfant. Une étape à la fois. Ouais, c'est ça. Mais je dirais, premier livre qui a vraiment changé ma vie, Père riche, Père pauvre. Okay. Puis je le recommande à beaucoup de gens. Puis j'ai vu des gens vraiment que ça a fait une différence dans leur vie de comprendre ces concepts-là. Un autre livre qui a été long avant que je prenne le temps de le lire, parce que je détestais le titre. Yeah. Que j'ai lu il y a 2-3 ans. non, ça c'est bon celui-là aussi. Okay. Mais je l'ai lu dernièrement et je me suis dit, oh mon Dieu, si j'avais pris le temps de lire ce livre-là avant, j'aurais sauvé des années. C'est E-Myth. OK, ouais. E-Myth Revisited. Revisited, exactement, exactement, de Michael Gerber. Fait que E-Myth Revisited, il y a des concepts là-dedans qui sont vraiment bons pour bâtir l'organisation sur une belle angle. Puis ça m'aurait sauvé des années. Tu vois, justement, dans Entrepreneur on Fire, c'est un des 10-15 livres les plus recommandés. Puis je me suis pas embarqué dedans, le titre me dit rien, je comprends même pas aujourd'hui c'est quoi, genre, tu sais. J'étais pareil aussi, mais il y a des concepts de base qui sont, on pourrait faire un podcast juste là-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment brillant. Un autre livre qui a eu beaucoup d'impact dans notre business, c'était Scaling Up de Vern Harnish, qui était comment réussir à croître une organisation de la bonne manière. Ça a été vraiment un bon livre. Dernièrement, s'il y en a qui ont des défis de manager, parce qu'à un moment donné, tu te transformes un peu plus en manager, 27 Challenge Manager Face de Bruce Tolgan, super bon. Je pourrais en nommer un autre domaine selon la problématique que les gens ont. C'est cool. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de livres qui ont changé ma vie. C'est ça, je pense que ma question, je pense pas la modifier ou quoi, mais tu peux pas donner un livre, c'est la même chose. Moi, toute ma vie, anyway, je peux pas te dire c'est quoi mon repas préféré ou mon film préféré, là, où il y a ma tune préférée, il y en a trop, là. Mais c'est vrai que, pour chaque situation, il y en a une différente, exactement. Puis je pense que les livres, c'est la même chose. T'sais, dans chaque livre, t'as une golden nugget, là. C'est pas un livre qui, tout le long du début à la fin, il va changer ta vie, puis 4-hour work week, c'est juste de savoir mieux déléguer, là. C'est pas mal juste ça qui va te dire que tu vas apprendre, là. C'est pas, oui, t'as plein d'autres bons conseils, comme qu'il disait à un moment donné, je l'ai donné à mes employés à la place qu'ils viennent tout le temps me poser des questions, si c'est correct, c'est pas correct. Si le problème coûte moins de 100$ à régler, arrangez-vous par vous-même. Voilà. Vous prenez une décision, moi je veux même pas en entendre parler.
Très Fait que, bon. ça, Voilà. tu vois, ça, c'est des bons petits conseils comme ça, mais tout le long du livre qui est 10-12 heures à écouter, je suis comme, OK, ouais, des fois, il y a des petites longueurs, là. Ouais, des fois, ils vont s'arranger pour que le contenu soit un peu plus long. Ouais, pour, c'est ça. Ben, tu sais, des fois, tu vois, il y a un des livres qui me faisait peur. Au début, j'étais écrit, je vais te tenir mon argent. C'était un de mes chums qui m'avait proposé ça. C'était The War of Art. Ouais. Parce que t'as The Art of War, mais t'as l'autre, c'est The War of Art. Puis c'était comme une heure et demie, 2 heures l'audiobook. Je suis comme, OK, c'est en texte, là, il doit être 120 pages, là, même pas, là, c'est tout petit. Là. Mais t'as juste besoin de ça. Là. T'as pas besoin de superflu qui. Effectivement. C'est fou. Là, Effectivement. Ouais, non, ça, des fois, je trouve qu'ils en mettent un peu trop justement pour justifier le book. Là, il va avoir 400 pages. Mais... La beauté de la chose avec les audiobooks, je sais pas si tu fais la même chose que moi, mais tu peux tu peux ajuster le speed, ouais. Ah, je le fais pas. Mais j'ai lu une théorie là-dessus qui était super intéressante. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables avec les audiobooks OK. parce que le cerveau est capable de processer l'information plus vite que la vitesse que la personne dit. Fait que les personnes souvent vont être portées à penser à autre chose, à pas écouter. Puis moi, je l'ai testé, là, de voir si à un moment donné, tu te rapproches de la limite que tu es capable de le comprendre, puis le cerveau est tellement focusé dessus que c'est plus facile à rester dans le beat puis à avancer. Ouais. Faudrait que je l'essaye, je l'ai jamais essayé, c'est pas la première fois que je l'entends, j'ai toujours dit, crème, ça va être bizarre d'écouter quelqu'un parler, genre, je pensais que ça parlait comme un chipmunk, mais il y a une fois, je l'ai accroché, puis c'est pas tant que ça, Ouais, non? le pitch reste correct, il s'ajuste c'est ça. automatiquement, fait que ça sonne pas plus aigu. Ouais, c'est ça qui me fait Puis peur. le cerveau finit par s'habituer. Puis au moins, ça force le cerveau à être focusé, non juste à dire, je vais penser à quelque chose. Ben, c'est justement, dès que j'écoute un audiobook, souvent, je fais de la vaisselle en même temps que tout, puis à un moment donné, je pars dans ma bulle, puis je fais, oups, ça fait 2-3 minutes que j'écoute rien de ce qu'il dit, puis il faut que je recule parce que j'ai aucune idée de quoi il parle en ce moment même, là. Tu sais, justement, si je le mettais à la bonne vitesse, comme tu dis, pour moi, je pense qu'il faut vraiment que je l'essaye. Comme t'en as des plus lents qui lisent plus lents. Tu sais, comme les livres de Gary V. Moi, j'en ai juste lu un, là, Gary Vaynerchuk. Ouais. Je l'ai juste écouté un, puis justement, je trouve que le beat il est bon, son énergie est bonne, fait que j'ai pas besoin de l'avancer, mais How to Win Friends and Influence People. Le bonhomme, il parle lentement. Il est intéressant, c'est le fun, mais il parle lentement. Ouais, c'est un autre, c'est un autre mode. Ah, c'est ça. Là, au moins, tu peux le faire à la vitesse que tu Ouais, veux. c'est vrai. puis- Je pense que je vais essayer ça pour elle. Puis tu sauves du temps. Tu sais, Effectivement, tu peux en lire plus, en écouter plus. Ça fait toujours bizarre de dire, Ah, je vais lire, lire un hein? audiobook. Uh-huh. On a tous là, parce que c'est nouveau, hein, fait qu'il n'y a pas de terme encore qui existe pour ça. Ben, pour moi, c'est la même chose que si je le lisais. Tu sais, l'information, comme pareil, c'est juste ça l'important. Effectivement. Ah, c'est cool. C'est quoi qui t'allume justement le plus? C'est en ça au niveau entrepreneurial. Là. Je sais que tu parles que vous allez grossir. Ouais. C'est sûr que la croissance me drive énormément. On a vraiment le vent dans les voiles présentement, puis on a mis à l'intérieur de l'entreprise un système qu'on appelle l'Open Lab, qui est un incubateur d'idées technologiques. OK. Puis on a des produits présentement qui sont en train de progresser à chacune des stages, à chacune des étapes dans cette pipeline-là. Fait qu'on a des belles possibilités présentement qui s'en viennent en développement puis en test de commercialisation de produits qui pourraient être honnêtement des beaux coups de circuit. Je ne sais pas si ça va être... On en a un justement là, qu'on est en très grande force de développement actuellement, qui va tomber en commercialisation dans les prochains mois. Je ne sais pas si ça va être lui le coup de circuit ou un autre. On mise beaucoup sur celui-là, OK. mais on a très hâte de frapper un coup de circuit. Si ce n'est pas lui, ça risque d'être peut-être un autre après. Mais je pense que ça va nous permettre de grandir l'organisation de manière assez rapide, de manière assez rentable également, parce qu'il ne faut pas faire de la croissance à tout prix puis qu'il n'y ait pas de rentabilité qui suit après. Il ne faut pas mettre à risque l'organisation. Puis on se bat, on veut vraiment devenir une des entreprises, sinon ce n'est pas l'entreprise mondialement qui donne les meilleures conditions au niveau de travail, au niveau des outils, au niveau de l'ambiance qui est autour. Puis pour réussir à se rendre là, parce qu'il nous reste encore des marches à monter pour se rendre là, il faut pousser énormément la profitabilité de l'entreprise à un autre niveau pour qu'on soit capable de le relever le plafond de verre au niveau de la masse salariale qu'on a, au niveau de ce qu'on peut investir autour. Fait que ça va passer, je pense, par la croissance, par une croissance rentable, par les produits aussi. On pousse beaucoup là-dessus. Puis les produits viennent aider également pour le service également. Et ça s'entrecroise au bout de la ligne, une stratégie convergente. OK, mais ça, vous faites pas juste du service. Au début, je pensais que vous faisiez juste du service, mais là, vous développez des applications, quoi, ou des trucs comme ça. Exactement. Bon, on développe beaucoup pour nos clients des produits, des plateformes mobiles, des plateformes web. Puis on en a commercialisé pour des clients, on en a fait également en mode d'étude de marché. Fait qu'on a vu le spectre au complet de passer d'une idée jusqu'à une commercialisation succès. OK. Fait qu'on se dit, bon, pourquoi qu'on le ferait pas pour nous-mêmes? Fait qu'on a identifié des problèmes qu'on avait ici, des problèmes qu'on avait également chez nos clients pour dire comment qu'on peut, dans notre mission d'entreprise actuelle qui est d'améliorer la performance opérationnelle des business, comment qu'on pourrait développer des produits là-dedans pour être capable de faire d'amener l'organisation à un autre niveau puis de toucher
plus de gens puis de changer la vie de plus de gens au bout de la ligne. Ah, c'est cool. Fait qu'on est en train de mixer notre mission d'entreprise avec nos forces qu'on a dans nos corps de service, amalgamer avec des produits également à travers tout ça. OK, cool. Ben, c'est ça qui est pas pire. Souvent, il y en a beaucoup qui disaient « Ah, j'ai développé ça pour m'aider à régler mon propre problème. » Puis finalement, j'ai fini par le vendre parce que je me suis rendu compte que ça aide plusieurs personnes en même temps. Parce qu'il n'y avait pas rien sur le marché présentement qui faisait ça. Ou ça répondait pas à mes besoins, il était pas complet, si ça. Fait que tu as juste décidé de le faire mieux. Puis... Exactement. Un bon exemple, c'est pour ceux qui écoutent, si vous n'avez pas écouté le podcast de Dévolution, qui était un épisode avant celle-ci, je vous invite à l'écouter. Exactement, épisode numéro 4. David, je pense qu'il parlait justement de ça, qu'il avait besoin de ça pour lui-même. Ouais, c'est ça, c'est vrai ça. C'est une très belle histoire à succès qu'il a. Très bon podcast, je vous recommande fortement d'écouter. T'es bien fait, tu blogues les autres. Ah, mais c'est ça qui est le fun, justement, vous êtes dans le domaine informatique un peu les deux, puis vous encouragez. Vous avez aussi les deux participé à l'AQT. Oui, l'Association québécoise de technologie, qui est une très belle organisation au Québec. On est chanceux d'avoir ça. OK, cool. Qui permet un partage de connaissances, beaucoup de formation, du maillage entre les différents acteurs de l'industrie. Ça donne un bon effet de levier qui permet d'amener beaucoup d'organisations à un autre niveau, puis de reconnaître aussi certaines organisations qui ont réussi à amener ça à des niveaux assez impressionnants. Ouais. Comme d'évolution, c'est wow. C'est vraiment wow ce qu'ils ont fait. OK, cool. Vraiment un beau modèle à suivre. OK. Ouais, c'est intéressant. Toi, justement, toutes les associations comme ça, tu conseilles, ou les formations que tu peux trouver, tu conseilles qu'on essaie, voir au moins de quoi ça a l'air? Faut les sélectionner ça, y en a beaucoup. avec soin, parce qu'il y en a beaucoup, mais on a tellement des belles organisations au Québec, exemple en technologie, ou même en termes d'aide entrepreneuriale, comme le groupement des chefs ou Entrepreneurs Organization à Montréal. Il y a beaucoup de groupes d'aide, d'entraide, d'échange qui permettent d'amener ça à un autre niveau, puis d'aller sur la voie rapide. OK. Pour aller plus vite, plus loin et plus vite. Ah, c'est fou. Là, ça, au début, tu avais parlé d'Hidden Place. Ça existe encore? Oui, ça existe encore. On a commercialisé cette application-là il y a 1 an et demi environ. On est rendu à peu près avec 25 000 personnes dans le système, 25 000 utilisateurs. On est rendu à 1250 ou 1300 endroits secrets répertoriés à travers le monde. La communauté continue à se bâtir. Il y a quand même un bon volume là-dessus. C'est un bon flagship pour montrer ce qu'on était capable de faire en termes de développement d'applications mobiles. On a testé des nouvelles technologies, on a testé des nouvelles méthodes de commercialisation. Beaucoup de learning qui était en arrière. Puis présentement, la communauté continue à grandir, continue à pousser. On a des plans futurs éventuellement pour monétiser tout ça. Oui, ça, j'allais te demander si présentement, c'est-tu moindrement payant ou y a-tu de la pub ou quelque chose? Pour l'instant, le plus gros effet positif monétaire qu'on a eu, c'est qu'on a attiré beaucoup de contrats dans l'entreprise. OK, ah ouais? On a beaucoup de nos clients actuellement que c'est Quand Hidden Place est sorti, on a été vraiment chanceux. On a été appelés par pratiquement tous les médias d'envergure au Québec. On a fait Paul Arcand, on a fait TVA, LCN, Radio-Canada Télé, Radio-Canada Radio, Salut Bonjour, Canal Évasion. On a passé dans Les Affaires, dans le Journal de Montréal. Fait que ça a fait beaucoup de pubs. Ça a attiré énormément de renommée, puis ça l'a aidé au niveau du branding, puis notre capacité aussi de faire ce genre de produit-là. Fait que ça a été en somme toute jusqu'à date rentable et payant sur cette année-là. C'est ça. Là, ce qu'il faut faire, dans le fond, pour réussir à monétiser cette application-là, c'est de continuer à grandir la base du savoir puis la base d'endroits cachés. C'est vraiment ça qui a une valeur au bout de la ligne. Puis rendu à un certain niveau, on va être capable soit de monétiser ça dans l'application telle qu'elle, ou d'aller voir s'il y a un des grands de ce monde qui veut venir s'adjoindre à ça, comme TripAdvisor, Expedia. Fait qu'on a plusieurs avenues devant nous. Ça va être à terme qu'on va regarder laquelle qui est la plus logique. Pour la communauté aussi, parce qu'on ne veut pas juste mettre ça dans les mains de quelqu'un qui... Non, c'est ça. Puis lui, après ça, demain matin, il va mettre ça à un prix ridicule. Mais j'adore l'idée, parce que moi, justement, je veux faire du backpack. Je voyage à travers le monde. Puis je risque d'en faire beaucoup plus backpack style, parce que justement, le 3/4 de mes amis sont dans la trentaine, les enfants, la maison, et ils pourront pas se permettre de... Justement, tu disais d'en profiter quand tu as le temps. Ben moi, j'en profite. Oui, tranquillement, j'approche. Je suis mi-trentaine, genre 35 dans un mois, puis... je le vois, là, si je veux des enfants, je veux pas les avoir 45, 50 ans. Il faut que je commence à y penser. Puis quand je vais avoir des enfants, ça va être dur de voyager. Fait qu'il faut tout que je fasse ça bientôt. Mais c'est justement voyager des places, des hidden gems, là, des places que tu t'en entends pas parler. Là, tu vas voir à TV les plus grosses places touristiques. Là, mais c'est pas toujours le fun. Là, justement, on parlait de
Genre, on parlait, j'avais vu ça à la TV, là, tu sais, où est-ce qu'il y a toutes les pierres, je pense pas en Nouvelle-Zélande, ça se peut-tu? J'ai le mot stone en terre. Ouais, c'est ça. Je sais ce que tu veux dire, ça m'échappe. Mais quand tu vois la photo de ça, t'es sûr que c'est un beau terrain vague, vide, avec du verre. Ça me c'est Edgestone. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as toutes les belles pierres placées dans des angles bizarres, puis tu fais crème comment quelqu'un peut mettre ça là. Puis là, t'arrives, tu te dis, je suis sûr que ça va être vide, là. Puis là, t'arrives là-bas, puis c'est plein de monde. Comme la plage, dans le film La Plage, en Thaïlande, là. Pas aller. C'est ça, tout le monde dit, oh my god, je vais aller là, comme dans le film, on va être 3 se baigner tout nus. Non, vous allez être 300, avec des enfants qui crient partout, du monde qui prennent des photos à côté. C'est ça qui est plate, toutes les places, t'sais. Tu veux en découvrir des places qui sont pas connues. Exactement. Je trouve que c'est vraiment intéressant comme projet. Il y a vraiment des beaux bijoux là-dessus. Puis on invite les gens à en partager d'autres aussi. Puis d'essayer de garder aussi cette logique-là, que ça ne devienne pas trop touristique. On a certains trucs dans l'application pour s'assurer pas que ça devienne trop touristique. Mais jusqu'à date, ça fonctionne bien. Puis moi-même, quand je m'organise des voyages, je suis là-dessus pour aller voir. C'est ça, le gars, il invente l'application, puis c'est lui qui ça l'aide. Puis on a découvert, j'étais avec ma conjointe au Nicaragua cet hiver, puis il y a des places qu'on a découvert que sans ça, on aurait passé complètement à côté. Même chose, on était aux Philippines avec un de mes chums au mois d'avril, puis il y a des endroits que sans ça, on était à côté, littéralement, mais on n'a pas la connaissance dessus. Puis ça l'aide définitivement. Ah, c'est fou. Fait que Hidden Place, pour ceux qui veulent aller télécharger l'application et contribuer à la communauté. Y en a-tu au Québec des places sur l'application? Beaucoup. Ah ouais? Beaucoup, parce que c'est des places où il y en a le plus, parce que cool. En ayant fait la tournée des médias, c'est ça, ouais. Il y a beaucoup une bonne partie de la base de backpacker dans l'application, c'est des Québécois. Nice. Fait qu'il y a beaucoup de bels endroits pour des couchers de soleil, des montagnes à monter, des petits endroits cachés pour des gens de spa qui sont plus ou moins connus. Cool. Il y a des places comme le Kayak Café dans le Nord. Là, c'est des petites maisons que tu peux louer où tu peux faire du kayak. C'est peu connu, mais c'est wow. C'est vraiment des belles endroits à découvrir. Définitivement. Malade. Toi, justement, tu parles beaucoup de voyages. Tu penses que ce serait quoi ton... Je sais pas si c'est ça, là. Mais tu penses que ça serait quoi ton plus grand rêve dans la vie en dehors de l'entrepreneuriat, mettons? J'en ai beaucoup. Ouais? Vas-y, lâche-toi là. J'en ai beaucoup. Il y en a un... J'étais en train de progresser vers là, de pouvoir louer ou acheter un voilier. Puis de faire, peut-être pas nécessairement le tour du monde au complet, mais de pouvoir partir des 3 à 6 mois en voilier pour découvrir des endroits qui sont un peu plus flyés. Fait qu'on revient justement d'un voyage, d'aller suivre notre cours de capitaine de voilier officiel. Fait que là, on a notre licence avec 3 autres chums. Ça, j'allais dire avec une couple de amis. Oui, exactement. On est parti 4 chums, on est revenus les 4 avec notre licence. Nice. On peut louer, puis fait que c'est étape par étape. Fait qu'un des rêves, c'est le voilier partir pendant une certaine période prolongée à répétition. Puis l'autre, ça revient un peu, je parlais du drum. Des raisons, mon step one, c'était d'apprendre à jouer au drum, devenir bon, mais mon but final, c'est de jouer dans un band. Puis de faire un 15-20 concerts par année avec un band, puis de triper. Dans un des groupements d'affaires que j'ai présentement, j'ai un gars qui est rendu à ce stade-là. Puis j'écoute ses histoires, puis j'écoute ses trips, je vois la passion dans ses yeux, puis mon Dieu, ça a l'air trippant. Je veux vivre ça dans ma vie. Fait que je suis en train de monter les marches, et puis j'ai beaucoup de croûte à manger encore, mais c'est un autre de mes rêves de vie, de faire partie d'un band, puis d'être assez bon en tant que band pour se faire inviter à aller faire des shows dans des événements qui sont quand même intéressants. C'est-tu quelque chose un rêve que tu caresses depuis que t'es jeune? T'as-tu déjà rêvé, comme pas mal tout le monde a déjà rêvé d'être rockstar ou la chanteuse connue, là, mais tu sais, je veux dire, sérieusement ou... Ben, je pense comme n'importe quel petit gars, on a toujours rêvé de jouer du drum. Moi, c'était du drum totalement. On a tous ce rêve-là. Mais de jouer dans un band, j'ai joué un petit peu de drum quand j'étais jeune, mais vraiment pas longtemps, puis j'ai vraiment trippé. Mais j'avais pas l'endroit pour en avoir un. Je pouvais pas. Tu sais, je pense que de regarder d'autres mondes jouer dans des bands, puis de voir le feeling sur la scène, l'énergie que ça a, le trip, je pense qu'il y a peu de choses qui peut procurer cette énergie-là. Puis je pense que l'entrepreneuriat procure une partie de cette énergie-là aussi. Ça vient se relier beaucoup au bout de la ligne. Ça vient de faire tripper les gens, de créer une expérience, de que ça soit wow. Ça me drive. Fait que c'est un rêve à suivre. Il va peut-être falloir 6-7 ans avant nous autres, mais on travaille fort là-dessus. Ah, c'est clair.
Mais tantôt, tu parlais justement que tu as fait le tour des médias avec Hidden Place. Je tourne un peu je suis dans plusieurs places. Là. Mais c'est toi qui est allé genre, dans les médias. Comment ils ont parlé de vous? Comment ça s'est fait, ça? Si je peux donner un peu un conseil là-dessus, les médias québécois sont très réceptifs aux nouvelles applications, aux nouvelles plateformes. Si ça a un but qui n'est pas nécessairement monétaire, mais qui a un effet wow en arrière de ça. Puis on avait reçu les conseils d'un autre entrepreneur qui avait lancé une application, puis que lui avait lancé des communiqués de presse. Il dit je vais être invité à une ou deux plages, je vais être correct. Il s'est fait inviter partout. Puis ça a été le bordel. Puis il nous a dit écoute, Jonathan, fais attention quand tu vas lancer ton communiqué de presse, vide ton horaire parce que ça va revoler de partout. Puis c'est ça qui est arrivé. On a lancé un communiqué de presse, puis on avait une agence qui nous donnait un coup de main aussi. OK. Qui ont réussi à aller chercher des entrevues également. Puis à un moment donné, c'est parti en vrille. Ça a déboulé, puis on était vraiment chanceux puis choyés là-dessus là, que ça tourne comme ça à bout de la ligne. Mais je pense qu'il y a un engouement présentement au niveau de ce genre de contenu-là, entrepreneuriat, application, portée internationale, avec qui n'est pas juste pour dire je vais monétiser quelque chose, qu'il y a un but en arrière puis qu'il y a un effet wow. Ça a tourné très vite. On était chanceux. Ah, c'est fou, là. Justement, l'autre fois, tout le monde en parle. Il y a un gars qui a une application web qu'on nommera pas pour faire des pubs. Là. Mais justement, il est passé à tout le monde en parle, puis c'est juste pour son application web. Là. C'est genre, OK, le monde sont rendus là. Ils vont en parler même à la TV. Exactement. Pour monsieur, madame, tout le monde. Là. Mais c'était une application qui aidait monsieur, madame, tout le monde. C'est ça concorde. Là. Mais comme Hidden Place, vous devriez faire inviter. Là. On devrait appeler Guy. C'est des contacts, on est toujours ouverts. Ouais. Ah, malheureusement, j'en ai pas. Non, on sait jamais. On peut peut-être en trouver un jour. Un jour, exactement. Ben écoute, avec le podcast, justement, tranquillement, je grossis mon network. On sait jamais. Mais c'est fou, hein, pareil, là, comment le monde est petit. Ginette. Voilà, Ginette. on a des contacts en C'est quoi, commun, tu l'as connu, ou elle? C'est... on a une de nos clientes qui est une amie en même temps aussi, qui est dans la chambre de commerce. Okay. Ici, qui me dit, écoute, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui commence à faire du coaching, qui est bonne en technologie, qui a beaucoup d'expérience. J'ai toujours été quelqu'un qui était ouvert au coaching. Puis écoute, je vais regarder ce que la personne a à dire. Ça. Puis quand elle est venue s'asseoir ici, elle m'a expliqué son expérience, son bagage, qu'est-ce qu'elle voulait faire. J'ai let's go. On débute ça, puis on trouve le moyen d'être capable d'avancer ensemble. Okay. Puis ça fait 2-3 ans qu'elle nous donne un coup de main, qu'elle nous fait évoluer. Puis vraiment une très bonne personne qui nous a aidé à faire grandir l'organisation. Puis j'ai jamais eu la chance, c'est spécial, hein, j'ai jamais eu la chance de travailler ailleurs. Fait que je me suis toujours demandé c'était quoi une entreprise technologique. C'est quoi une entreprise qui fait du TI ou du web? Parce que j'ai jamais vu c'était quoi les processus ailleurs, j'ai jamais vu comment ça marchait, j'ai jamais... Fait que je me suis toujours dit, on fait-tu les choses de la bonne manière? Puis à un moment donné, il y a des gens qui arrivent d'extérieur, puis avec le volume, tu comprends que tu as des trucs à améliorer, puis tu as des trucs que tu fais bien. Puis je parlais d'être perfectionniste, fait que j'ai toujours voulu aller essayer d'améliorer en me benchmarkant sur d'autres industries. Mais j'ai jamais vraiment vu réellement comment ça marche ailleurs, autre que d'aller m'asseoir avec d'autres mondes puis de regarder leur business. Fait que ces gens-là, exemple comme Ginette, sont quand même m'apporter ce knowledge-là dans l'organisation. Puis dire, OK, ça devrait être comme ça, voici ce que vous devez améliorer, voici comment aller à la prochaine étape. Fait que c'est un peu de cette manière-là, j'ai réussi à, heureusement, être sur le chemin de cette personne-là, puis à ce qu'on puisse travailler ensemble. OK, c'est cool. Ouais, avant, j'avais une question, justement, je demandais pour le mentorat, du coaching, si tu avais déjà eu à faire du coaching. Mais je me suis rendu compte que tout le monde dit oui, genre, je dis, va voir le mentorat, mais il y a encore beaucoup de monde que je me rends compte qui ont peur de ça. Puis comme je te parlais avant l'entrevue, que moi, c'est Jean-Pierre Lopez qui m'a motivé en disant, tu vas te chercher un mentor, lis des livres. Tout le monde a déjà eu un coach à faire dans sa vie, tout le monde a, genre Warren Buffett, Bill Gates, n'importe qui. Là. Fait que je me suis dit, tu sais, ce serait une bonne chose justement d'aller voir quelqu'un, puis de pas avoir peur. Justement, tu sais, on parlait tantôt de comment les entrepreneurs sont généreux. Là. C'est de pas avoir peur d'aller voir quelqu'un et de demander de son aide. Effectivement. Je pense que c'est très important parce que l'œil extérieur de quelqu'un qui a de l'expérience en plus, c'est encore mieux. Définitivement. Puis des fois, c'est juste de poser les bonnes questions. C'est surtout ça, un coach, un mentor, c'est de poser les bonnes questions pour que la personne se rende compte des réponses par elle-même. Les gens apprennent plus rapidement comme ça. Faut savoir écouter aussi, ça. Effectivement. Quand tu es avec quelqu'un qui a autant de bonnes informations à donner, tu l'écoutes. Tu essaies de pas... Effectivement. Mais souvent, les gens ont les réponses en dedans d'eux-mêmes. C'est juste de leur faire rendre compte de ça, en posant les bonnes questions. Là. Ah, c'est fou. Ben, écoute, je pense que c'est une très bonne entrevue.
Je sais pas si tu veux un dernier conseil, quelque chose que tu veux dire avant de nous plugger toutes tes affaires où on peut te retrouver. J'ai pas de page publique, quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. Et toi, tu vends non. pas, tu vends pas de services pour le monde. J'ai mon LinkedIn que pour l'instant, je suis peu actif, mais je prévois éventuellement d'être un peu plus pour la partie entrepreneuriale, puis d'aider, puis de redonner. Mais s'il y en a des gens qui veulent me rejoindre par LinkedIn, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire. Il y a toujours une contrainte de temps aussi. Puis je vous dirais, je suis un peu sélectif aussi avec les gens que je vais aider. Je veux m'assurer que les gens vont vouloir progresser, puis vont vouloir mettre la discipline, puis les efforts qui viennent autour. Mais quand il y a des gens autour qui veulent le faire, ça me fait plaisir de donner de mon temps dans la limite possible aussi c'est clair. de ce qu'il y a autour. Fait que gênez-vous pas de m'écrire. Je vais être, c'est sûr que je réponds. C'est sûr et certain. Ça peut être long, des fois, mais c'est sûr et certain que je réponds. Voilà. Ça n'a pas été long avec moi, tu sais. C'est bon. Non, mais c'est juste pour dire, ça a peut-être juste bien tombé. Là. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, honnêtement, pour l'invitation. J'étais certain qu'on finirait ça en 30 minutes. Je me rends compte que j'ai peut-être plus de jasette que ce que j'en ai. Ça va m'aider à mesurer ça pour la prochaine fois. Ouais, ben c'est ça, vu que tu vas commencer souvent à faire de plus d'apparence ou je sais pas comment on dit ça, mais de présentation ou quoi que ce soit. Là. Mais il faut que tu apprennes. Mais tu me disais au début que tu avais peur de parler trop vite ou quoi. Moi, je trouve que tu as vraiment très bien fait ça. Si quelqu'un trouve que tu parles trop vite, il va falloir que son cerveau. Je sais pas s'il y a l'option 0.05, là. Ouais. Je pense que ouais, là. Mais honnêtement, c'était vraiment pas trop rapide. Puis c'était vraiment intéressant. Excellent. Sérieusement, c'était tellement le fun d'écouter l'histoire. Puis comme tu disais, tu sais, genre que t'es parti à 13 ans, ton affaire, c'est fou, là, pareil. Mais c'est fou. On était à la bonne place au bon moment, mais essayer de saisir les opportunités après puis de travailler fort par la suite. Puis je pense que c'est à la portée de tout le monde. Puis s'il y en a qui écoutent, qui ont des enfants, soupçonnez pas, ignorez pas le potentiel qu'ils ont, peu importe l'âge qu'ils ont. Qui a 8, 9, 10, 11, 12, 13 ans, il peut y avoir quelque chose d'entrepreneuriat qui se cache en arrière de ça. Il faut juste que vous allumez l'étincelle. Si mon oncle ne m'avait pas donné ce livre-là, si les gars de CBM, GF, Daniel, Félix à l'époque m'avait pas dit OK, go, on te donne le contrat. Si Danny Berger de Saumon au Vieux Chac avec Daniel Guétan m'avait pas dit on te donne un contrat à 14-15 ans pour faire un site web d'un club, j'avais même pas le droit d'aller au club. Puis, c'est capoté, là. C'est vraiment. Ces gens-là m'ont fait énormément confiance. Les gens du manoir Philippe-Alexandre, Claudette, elle venait me chercher à la maison avec sa Mercedes quand j'avais 14 ans pour que j'ai réparé l'ordi chez eux au bureau. Ces gens-là m'ont fait énormément confiance. Je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes aussi. Je me rends compte que peu importe l'âge, il y a des gens qui veulent pousser, qui veulent avancer, puis il faut les encourager et leur donner leur chance. Fait que c'est peut-être sur cette note-là que je terminerai mon long discours. Ah non, mais c'était super intéressant. Là. Moi, en tout cas, j'ai adoré. J'en prendrai encore et encore. C'est un plaisir. Mais si je veux que le monde l'écoute, ça doit 3-4 heures. Malheureusement, le monde, le attention spam, leur temps d'attention, il est pas... On s'en vient de plus en plus vers le fast-food intellectuel. Là. C'est pour ça que les Vines, les affaires de 20 secondes fonctionnent parce que, justement, t'as pas besoin de penser trop longtemps. Exactement. Mais malheureusement, il manque beaucoup d'affaires. Tu sais, l'audiobook ou les livres, là, c'est long à faire. Là. Ça coûte une demi-heure par jour, finir un audiobook. Ça va te prendre une couple de semaines. Ouais, ben, ça donne 2 semaines normalement. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est des 5 heures à peu près. OK. Fait qu'en 10 jours, on est capable de faire le tour au complet. En tout cas, moi, tu m'as motivé à me lever de bonne heure. Si je peux arriver comme toi dans la vie, j'ai à me lever de bonne heure. Mais une étape à la fois, tu sais, faut vraiment y aller step by step. Puis, mais effectivement, Miracle Morning, se lever tôt le matin, c'est difficile. Il y a peu de gens qui sont capables de le faire. Ça fait vraiment une différence. Ça fait vraiment une différence. Puis ça peut inspirer les gens qui écoutent de le faire, puis de rester sur cette discipline-là. Vous allez être capable d'accomplir, je pense, beaucoup plus en 1 an que la majorité des gens vont faire en 1 an et demi ou 2 ans. C'est vraiment surprenant, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant. Même plus encore, je pense. Voilà. Mais écoute, je te remercie encore une fois, c'était hyper intéressant. C'est super généreux de ta part d'avoir donné autant de temps. Ça fait plaisir, merci à toi. C'est une heure si tardive, on est rendu 10 heures la semaine, un lundi soir. Pauvre gars, je suis désolé, je vais te laisser aller dormir, tu te lèves dans pas trop long. Oh, il n'y a pas de problème avec ça. Fait que merci beaucoup pour ton temps, très apprécié. Merci à tous d'avoir écouté. Puis je vous souhaite une bonne semaine ou peu importe. Je sais pas qu'est-ce qu'on souhaite à la fin de podcast, mais un podcast comme ça. Mais merci beaucoup à tous. Ben, merci beaucoup à toi, puis merci à tous d'avoir écouté. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut!